Bien, bonsoir à tous. On va commencer par un appel pour cette séance du conseil municipal. Donc Jean-Pierre Guillaume, Stéphane Laudulier présent, Valérie Miancourt, oui, présent. Jean-Michel Mazin, Présent. Marie-Antoinette Caillol. Donc elle arrive, apparemment, c'est ça? Oui. Guy Laroche, Présent. Véronique Strodo, Présent. Henri Casimir qui a donné procuration à Jean-Michel Mazinck, Angélique Forté, Présent. Roland Chacre, Présent. Lucien Darret, Présent. Bernard Tritz, absent, Lydie Rousseau, Présent. Chantal Clisson, Présent. Marie-Louise Bessette, Pierre Soustel, Brigitte Pellofi, Yvan Visperini, Patrice Vautier, Nadia Duclos qui a donné procuration à Roland Chacre, Jean-Fabrice Lacal, Valérie Bageux, Bruno Gérardin, Sylvie Houdet, Patricia Duforme qui a donné procuration à Valérie Moncourt en attendant sa venue, Alain Géa, Patrick Molino, Corinne Heringuez, Pierrette Pugliès arrive, Corinne Lucchini a donné procuration à Alain Géa, Dominique Didier, Isabelle Collier a donné procuration donc à Patrick Molino et Valérie Lambrecht. Voilà. Donc je vais vous proposer de décider à l'unanimité sans recourir au scrutin secret, c'est-à-dire au scrutin public, pour désigner la secrétaire de séance comme le veut la loi du 13 août 2004, qui est pour, qui est contre. Bon, donc à l'unanimité, je vais vous proposer de désigner Madame Valérie Miancourt comme secrétaire de séance. Y a-t-il d'autres candidats? Non. Donc Valérie Miancourt, vous êtes désignée à l'unanimité comme secrétaire de séance. Bien, par rapport au procès verbal du 30 janvier 2016, y a-t-il des observations? Non. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci, unanimité. On va passer donc à l'ordre du jour de ce conseil municipal, en commençant par les comptes rendus des décisions prises principalement par l'ancien maire. Y a-t-il des observations, des questions par rapport à la liste de décisions? Monsieur Mouillot. Une question concernant les avenants d'assurance, là. Je voudrais connaître le taux de sinistralité que nous avons. Parce que vous-même, Oui. d'ailleurs, vous avez eu quelques accrochages et le dernier a immobilisé le véhicule assez longuement. Et savoir aussi s'il y avait, quel était le montant de franchise des polices d'assurance flotte. D'accord. Le service juridique, est-ce que vous êtes en possession de ces éléments? La sinistralité, pas complètement, parce qu'on attend encore le bilan des assureurs qui arrivent en principe courant les 3 premières années Comprenez-moi. voilà, mois. Pour la franchise, nous sommes à 250 €. 250 € de franchise. Oui, de franchise pour les véhicules. Ok, merci bien. Voilà, Madame Lambrecht, Pareil, c'était savoir à quoi correspondaient ces deux montants. est-ce qu'on vous a répondu, enfin, le service juridique, par rapport à la... On attend moins d'avoir la... D'accord, voilà. Bien, donc je vous demande d'en prendre acte. Puis autre question aussi, pardon. Oui, pardon. Sur la méthode, la 16 004. Moi je vous entends pas parce qu'il y a beaucoup de bruit. Marie-Antoinette Caillol s'installe. Non, il y a beaucoup de bruit par rapport aux chaises, ça n'a rien à voir. Oui, Excusez-moi, monsieur Omino. la 16 004, maîtrise d'œuvre pour la réalisation d'un ouvrage de soutènement, boulevard Frédéric Mistral. Est-ce que c'est suite au contentieux qui a été engagé que les travaux ont été réalisés là ou pas? Oui, c'est un précontentieux, oui, effectivement. Avec, C'est bien ça. absolument. D'accord. Ok. Très bien. C'est une étude de maîtrise d'œuvre avant travaux. Avant travaux, hein, c'est Voilà. l'étude, d'accord. Bien, je vous demande donc de prendre acte de ces décisions. Donc le premier rapport, c'est la modification du règlement intérieur du conseil municipal.
Deux axes, c'est le changement de fréquence de parution du Flash Info, qui va devenir entre guillemets bimestriel, donc tous les 2 mois. Et puis également le changement quant à la répartition de l'espace dédié aux groupes minoritaires. C'est un changement de terminologie, c'est-à-dire qu'on parle d'élus comme le veut la législation et non de groupe. C'est un abus. Donc c'est les élus, donc ceux qui veulent entre guillemets s'exprimer à travers la revue municipale ont tout à fait le droit, que ce soit des élus entre guillemets de l'opposition ou de la majorité, tout simplement. Y a-t-il des questions par rapport à ça? C'est une disposition réglementaire. Oui, oui, absolument. Le changement de terme est voulu par la législation. Ça veut dire que si n'importe quel conseiller municipal veut s'exprimer, l'opposition, on parle bien de l'opposition. Non, de n'importe quel conseiller municipal veut s'exprimer, il doit en faire, c'est ce qui est marqué dans le règlement, Oui. il La demande. doit le signifier donc, à l'autorité territoriale, et donc il disposera d'un espace en fonction du calcul des 4000 caractères, donc divisé par le nombre d'élus qui veulent s'exprimer. Du nombre d'élus global ou... Oui. D'accord, ça va pas rester grand-chose. Pardon? Si tout le monde demande sa place, il va pas rester grand-chose. Mais ça fera Oui, 4000 divisé par 33, Ah oui, c'est ça. Oui. c'est que pour l'opposition. Ah, c'est que pour l'opposition, on est bien d'accord. Donc ça veut dire que c'est 4000 pour nous, hein, j'entends, 4000 divisé par 8 multiplié par le nombre d'élus, de groupes, de notre groupe en porte. Non, C'est ça? pour l'instant, il y a deux personnes, Mme Mukini au nom de votre groupe qui a demandé à s'exprimer dans la revue municipale, et il y a Mme Lambrecht. Oui. Voilà, donc ça fait 4000 divisé par 2, d'après le Oui, règlement intérieur. Oui, mais nous, alors, on fait partie de... Si on veut s'exprimer, il faut qu'on le dise aussi. Ouais, en fait, la loi dit bien, le cadre réglementaire dit bien que c'est par rapport à un élu d'opposition. Si vous voulez vous exprimer en votre nom propre, vous avez totalement le droit et vous demandez de vous exprimer à travers un courrier qui m'est adressé. D'accord. Voilà. Donc ça veut dire que Mme Lambrecht aujourd'hui a 2000 caractères, Oui. alors qu'elle en avait 1000, c'est Oui, ça? absolument. Et Parce nous, que c'était la notion de groupe avant. D'accord. D'accord. Et ça veut dire que si chacun de nous veut s'exprimer, on aura 500 caractères chacun. Un peu moins. Non. Donc 4000 divisé par 8. 4000 divisé par 8, Ça fait 500, mais même si, vous avez raison, même si après, il faudra regarder si l'espace est suffisant pour chacun des... Non mais ça c'est après, oui non mais d'accord, mais ça fait 500 caractères par individu. D'accord. Et donc il n'y a plus de notion de groupe. Non, c'est le cadre légal qui veut ça. Y a-t-il d'autres remarques? Oui. Pardon? Oui, j'en ai quelques-unes. Allez-y. On voit disparaître dans le quatrième chapitre les documents budgétaires à disposition du public. C'était ce qui était écrit, ça portait la référence 4.4, hein, c'était le paragraphe 4.4 de l'ancien règlement intérieur qui a totalement disparu dans le nouveau. Est-ce à dire qu'il n'y aura plus de diffusion et d'informations budgétaires qui seront communiquées? Il me semble que c'est la loi NOTRe qui dresse maintenant la... Non, parce que l'article il existe toujours. Hein. Au niveau des textes, l'article... Le CGCT le Oui, référence encore. Oui, oui, tout à fait. Oui. Est-ce que c'est une erreur matérielle ou pas? Donc là, Je peux vous donner le numéro d'article hein, de l'époque. oui, dites-moi. Ouais. Le 21-21, je pense, ça commence comme ça. Alors, je vais vous dire ça. C'est le 2313-1. On vérifiera au niveau du service juridique. Il viendrait nous voir. Oui, mais parce que c'est important de pouvoir communiquer, enfin que ce soit communiqué. Parce que... C'est vous? Ah d'accord. Je voudrais voir précisément que je préfère me positionner. Je sais que la loi NOTRe a cadré juridiquement la présentation de l'ensemble des pièces budgétaires et notamment le débat d'orientation budgétaire qui aura lieu juste après. Oui, ça d'accord. Donc à partir de là, Ça d'accord, mais bon, pour autant, je pense que cet article-là, il est important qu'il soit conservé. Quoi, hein. Pardon? Il est important qu'il soit conservé dans Oui, le règlement oui, intérieur. Oui, mais en fait, le CGCT s'impose
également à nous. Hein, Tout donc à fait, tout à fait. on le met dans le règlement intérieur ou on ne le met pas, c'est pas parce qu'on ne le met pas que ça ne s'applique pas Tout à aux fait. communes. Non mais bon, comme c'est plus écrit, on peut penser que ça ne sera pas diffusé. Oui, on vérifiera l'obligation de le stipuler dans le règlement intérieur et si pas, on remettra, si c'est une erreur matérielle, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Y a-t-il d'autres observations? Alors, attendez, je vérifie. Sur Allez-y, Madame l'article Lambrecht. 6.1, sur Oui. la gestion des conseils municipaux, vous rappelez que le maire peut, après 2 rappels à l'ordre et alerte du président du groupe concerné, limiter strictement le temps de parole. Est-ce que le strictement a une durée définie? Ou alors, Non. dans quelle limite on va limiter le temps de parole? Strictement le temps de parole, c'est si j'estime que le débat, entre guillemets, dure trop et s'éloigne des questions de l'ordre du jour, effectivement, je pourrais dû dire il reste 2 minutes pour solder votre temps de parole. C'est à l'appréciation du président de séance. Il n'y a pas une notion, hein, dans le règlement intérieur, il est interdit de mettre des durées limitatives, chose qui était faite antérieurement. D'autres remarques? Non. D'accord. Donc on vérifiera par rapport aux pièces budgétaires qui est contre, qui s'abstient. Moi, je suis contre si on n'a pas cet article-là qui apparaît parce que c'est important que ce soit. Autrement, ça c'est. Écoutez, on s'engage de toute façon à le représenter, c'est pas. D'accord. Il n'y a pas de souci si dorénavant c'est obligatoire. D'accord. Voilà, à la prochaine séance. Donc on s'abstient. Si D'accord. c'est le cas, on s'abstient, pas de problème. Ok. Rapport suivant, suite à l'élection du 30 janvier, on va redésigner une série de représentants, notamment au niveau du CIVOM, syndicat intercommunal à vocation multiple. Donc je vous propose de ne pas recourir au scrutin secret pour procéder à cette désignation. Et je vous proposerai donc 3 délégués titulaires pour le CIVOM en ce qui nous concerne. Donc moi-même, Chantal Clisson et Jean-Pierre Guillaume. Y a-t-il d'autres candidats? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La même démarche pour le syndicat intercommunal du lycée de Velot avec la désignation du représentant légal. Donc, même principe, je vous propose de ne pas recourir au scrutin secret. Et je vous propose comme délégué suppléant, hein, puisque le maire siège de droit, Madame Sylvie Misseli-Houdet pour notre groupe. Hein. Y a-t-il d'autres candidats? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Dernier rapport de ce type, la désignation des représentants par rapport au syndicat intercommunal des gens du voyage. Donc je vous propose également de ne pas recourir au scrutin secret et également de désigner donc cette fois-ci 2 délégués titulaires et 1 délégué suppléant. S'agissant de notre groupe, je vous propose en qualité de titulaire moi-même et Roland Chacre et comme suppléant Brigitte Pellofi. Y a-t-il d'autres candidats? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. On va passer au deuxième thème de l'ordre du jour, les finances locales, avec le débat d'orientation budgétaire pour l'exercice 2016. Monsieur Bruno Gérardin, vous avez la parole. Merci. Je vais essayer une micro-cravate. Là, ça marche, mais je vais pas. Faut comme ça. Non, je pense que je vais tenter celui-ci. C'est mieux là? Allez, je le tiens alors. Je le tiens bien. Mesdames, Messieurs, le débat d'orientation budgétaire est une obligation légale pour... Si ça s'allume en rouge, c'est que la pile est ghetto fatiguée. Bruno, si tu veux bien, est-ce qu'il y a assez de câbles pour tirer, comment dire, pour laisser la place à Monsieur Gérardin ici, si tu veux te mettre là, tu auras donc un micro. Si ça ne te dérange pas. Oui, mais bon, vu que c'est un discours fleuve apparemment. Un fleuve.
J'essayais de mettre... Oui, non, j'ai pris un coup de vieux là dans le tour de table. Allez, appuie sur le bouton. Allez-y. Merci. Voilà. Mesdames, Messieurs, le débat d'orientation budgétaire, ou DOB, est une obligation légale pour toutes les communes de plus de 3500 habitants et doit se dérouler dans les 2 mois qui précèdent l'exercice du budget primitif. La loi du 6 février 1992, relative à l'administration territoriale de la République, a instauré ce débat pour répondre à 2 objectifs principaux. Le premier est de permettre à l'Assemblée délibérante de discuter des obligations budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront inscrites au budget primitif. Le second objectif est de donner lieu à une information générale sur l'évolution de la situation financière de la collectivité. Ainsi, à cette occasion, les membres du conseil municipal ont la possibilité de s'exprimer sur la stratégie financière de leur commune. La loi NOTRe, promulguée le 7 août 2015, a introduit de nouvelles dispositions dans l'organisation du débat d'orientation budgétaire, notamment l'obligation de produire un rapport d'orientation budgétaire et pour les communes de plus de 10 000 habitants, ce rapport devra dorénavant présenter plus de détails sur les dépenses induites par la gestion des ressources humaines. Comme vous le savez, le débat d'orientation budgétaire n'a aucun caractère décisionnel et définitif. Néanmoins, il devra faire l'objet d'une délibération prenant acte de sa tenue. Avant de poursuivre cette présentation, je tiens à vous apporter quelques précisions sur le calendrier d'élaboration du cycle budgétaire pour l'année 2016. Depuis peu, les communes ont jusqu'au 15 avril pour voter leur budget primitif. Cette année, nous avons fait le choix d'utiliser pleinement ce délai légal afin d'une part, de prendre acte du retard des services de la trésorerie dans la transmission des éléments relatifs aux comptes de gestion et d'autre part, de nous donner le temps de voir comment les choses évoluaient dans la mise en place de la métropole. En conséquence, nous avons décidé de programmer les présentations du compte administratif et de gestion 2015 ainsi que la présentation du budget primitif 2016 dans cette même salle le jeudi 14 avril prochain lors du conseil municipal. Ceci étant exposé, nous pouvons introduire ce débat par un rapide retour sur le contexte économique et institutionnel qui aujourd'hui, en dépit de quelques signaux macroéconomiques positifs, demeure particulièrement difficile et incertain. Sur le plan international, en particulier en Europe, on note quelques signes encourageants de reprise économique, portés par des coûts de matières premières à la baisse, donc en particulier le pétrole, et des taux d'intérêt bas favorables à l'investissement. Ces signaux positifs, accompagnés par des mesures de politique économique, commencent à produire des effets. Par exemple, en France, la loi de finances prévoit 1,5% de croissance en 2016 contre 1% en 2015. Toutefois, il convient de rester très prudent car les économies sont encore fragilisées par les stigmates des dernières années de crise, marquées par un endettement public important qui, s'il a permis de jouer un rôle d'amortisseur de la crise, a grévé les marges de manœuvre des États pour plusieurs années. Ainsi, la France, comme beaucoup d'autres pays, a fait du désendettement un axe fort de sa politique économique afin de retrouver des marges de manœuvre et respecter ses engagements internationaux en matière d'équilibre budgétaire. Depuis 2014, les communes sont pleinement associées à cet effort de redressement des comptes publics. L'État a ainsi décidé de diminuer l'enveloppe normée des dotations aux collectivités territoriales de 11 milliards d'euros sur la période 2015-2017. Donc ça représente à peu près entre 3,5 milliards et 3,7 milliards d'euros chaque année. Et le bloc communal, donc communes et EPCI, en supporte plus de la moitié, 56% à peu près. Et sur ces 56%, les communes en supportent 70%. Pour Rognac, l'année 2015 a été marquée par une baisse drastique des dotations de l'État. Donc on a enregistré entre 2014 et 2015 une baisse de 400 000 euros de la seule dotation globale de fonctionnement. Et depuis 2011, donc la commune a subi une baisse de DGF d'environ 650 000 euros, soit plus de 3% de nos recettes de fonctionnement. La baisse continuera en 2016 avec une DGF estimée à 700 000 euros contre 913 000 euros perçus en 2015. Le cumul des baisses successives, vous le comprendrez, constitue un réel défi pour les finances de notre ville. Enfin, il convient de revenir rapidement sur un élément déterminant du contexte local, à savoir le retard pris dans la mise en place de la métropole. En effet, en se substituant à Aglopole Provence, la métropole va devenir un de nos partenaires financiers majeurs.
Pour mémoire, en 2015, les dotations versées par Aglopole Provence ont représenté 9,5 millions d'euros, soit presque la moitié de nos recettes de fonctionnement. Vous l'aurez compris, notre prospective financière pour les années qui viennent est très largement dépendante du pacte financier et fiscal qui liera notre commune à la métropole, et pour l'heure, il n'est toujours pas défini. Dans ce contexte difficile et incertain, quelles seront donc nos orientations budgétaires pour l'année 2016 ? Dans la droite ligne de l'exercice 2015, notre stratégie globale pour 2016 sera marquée par la recherche constante d'économie et d'efficacité pour une gestion responsable prenant en compte un contexte financier, nous venons de le voir, particulièrement contraint. Donc on va commencer, si vous voulez bien, par la section de fonctionnement, avec un état des lieux et puis des prévisions en matière de recettes. Sur l'année 2015, nous avons constaté une stabilité de nos recettes fiscales, donc impôts et taxes, pour un montant de 7,3 millions d'euros, dont 6,3 concernant la seule fiscalité directe. Donc ça représente une évolution de plus de 2% environ par rapport à 2014. Cette augmentation s'explique par l'évolution dynamique des bases liées notamment aux constructions nouvelles, ainsi qu'à la revalorisation par l'État des valeurs locatives servant de calcul de base, donc pour le calcul de l'imposition. Les taux communaux, quant à eux, restant inchangés conformément à nos engagements. Dans l'attente des notifications des services de l'État, les crédits 2015 ont été renouvelés pour 2016. Donc on devrait être sur les mêmes montants pour la fiscalité. Comme nous l'avons vu précédemment, donc la DGF a diminué, elle diminuera encore probablement en 2016. Concernant l'attribution de compensation et la dotation de solidarité communautaire, donc on l'a vu, équivalente à 9,5 millions d'euros. Nous l'inscrirons sur la base de même montant pour 2016. En revanche, nous n'avons aucune certitude quant au maintien par la métropole de ce niveau de dotation pour les années suivantes, donc l'année 2017 et les suivantes. Enfin, un mot sur nos produits de service qui se sont établis à 1,4 million d'euros, ce qui représente une progression d'à peu près 6% par rapport à l'année antérieure. Donc ça s'explique essentiellement par un effet volume, plus que par un effet prix, puisque nous avons mis en place la tarification et nous avons élargi la tarification au quotient familial. Et donc ça vient du fait qu'il y a eu des ouvertures de classes, donc la fréquentation du service de restauration scolaire a augmenté, ainsi que la fréquentation de l'espace Saint-Jacques. Donc globalement, pour le budget 2016 concernant les recettes de fonctionnement, on devrait s'établir à un peu plus de 20 millions d'euros. Toutefois, il faut rester prudent encore une fois, puisque nous sommes touchés donc, par l'effort important de participation demandé aux collectivités locales dans le cadre du redressement des comptes publics. Et nous sommes toujours, comme je l'ai dit précédemment, dans l'incertitude au niveau du pacte financier qui nous liera avec la métropole. Concernant maintenant les dépenses de fonctionnement. Alors, conformément à la loi NOTRe, il convient de consacrer une partie spécifique du débat d'orientation budgétaire à l'évolution des effectifs et des dépenses de personnel. Nous allons donc commencer cet état des lieux des dépenses de fonctionnement par les charges de personnel. Au 31 décembre 2015, la commune comptait 261 agents, donc en équivalent temps plein, ça faisait 254 agents, dont 18 non titulaires. Alors qu'en 2014, la commune comptait, donc titulaires, non titulaires, tout confondu, plus de 300 agents. Cette baisse d'effectifs, pour l'essentiel, est liée à une évolution de certains de nos modes de gestion qui se sont traduits par la non-reconduction d'agents contractuels, puisqu'ils ont été transférés vers nos prestataires. En 2015, la répartition catégorielle des effectifs stagiaires et titulaires était la suivante, donc 9 agents de catégorie A, 27 agents de catégorie B et 207 agents de catégorie C. En matière de gestion des ressources humaines, nous souhaitons une stabilisation des effectifs et un retour à un taux d'encadrement plus adapté au profit de notre commune. En effet, le calcul du ratio de rigidité des charges structurelles, qui intègre les dépenses de personnel, nous invite à la plus grande vigilance. Notre volonté de mettre en œuvre une politique de gestion rigoureuse de la masse salariale est dictée par la nécessité de préserver notre capacité à dégager des excédents de fonctionnement indispensables au financement de nos investissements. Donc, pour conclure, concernant les dépenses de personnel, qui représentent le premier poste budgétaire en matière de fonctionnement, il s'agit pour 2016 d'accentuer les efforts entrepris dès 2015,
afin de maintenir la masse salariale à un niveau soutenable pour les finances de notre commune. L'impact recherché est de réduire en 2016 les charges de personnel d'au moins 300 000 €, tout en tenant compte du GVT, donc glissement, vieillesse, technicité, qui agit mécaniquement à la hausse chaque année sur la masse salariale. Donc ça porterait nos dépenses de personnel à 10,3 millions contre 10,6 millions pour l'année 2015. Enfin, avec le rajeunissement programmé de la pyramide des âges de nos agents, nous devrions, pour les années qui viennent, bénéficier d'un effet de Noria qui aura un impact, lui, mécanique, à la baisse sur la masse salariale à effectif constant. Donc l'effet de Noria agissant un peu comme un GVT, mais négatif, puisqu'on rajeunit les effectifs donc sur des statuts et des grilles plus basses. Un point maintenant sur les autres dépenses de fonctionnement. On va attaquer par les charges à caractère général qui regroupent les dépenses nécessaires au bon fonctionnement de la collectivité. Dans le cadre de la préparation du budget primitif 2016, une note de cadrage a été adressée à l'ensemble des services gestionnaires de crédit afin que les efforts entrepris en 2015 soient poursuivis et renforcés. L'enveloppe allouée au BP 2015 pour les charges à caractère général était de 5,6 millions. Nous prévoyons pour 2016 d'augmenter cette enveloppe d'environ 2%, afin de tenir compte de la progression attendue de certaines dépenses et des effets induits de la mise en œuvre de nouveaux modes de gestion. Tout au long de l'exercice budgétaire, nous serons particulièrement attentifs au taux de réalisation des dépenses à caractère général afin d'affiner les crédits alloués au plus près des besoins. Concernant maintenant les subventions au tissu associatif. La mise en œuvre du nouveau règlement financier va nous permettre d'avoir une gestion plus rigoureuse et plus transparente des subventions accordées. Pour autant, cela ne se traduira pas par une baisse du niveau d'engagement de la commune aux côtés des associations, bien au contraire. Il est important pour nous de soutenir l'action de notre tissu associatif qui constitue un véritable atout pour notre ville. À ce titre, l'enveloppe globale regroupant les subventions courantes et exceptionnelles s'établira à plus de 600 000 € pour l'année 2016. Enfin, un petit mot sur la subvention d'équilibre au CCAS qui, comme chaque année, sera reversée. Enfin, il y a un point à développer sur des dépenses à prévoir en 2016 que nous n'avons pas forcément supporté en 2015. Je veux parler du FPIC, donc le Fonds de péréquation intercommunale et communale, qui jusqu'à présent était pris en charge par Aglopole Provence. Avec le transfert à la métropole, nous n'avons aucune assurance que la métropole prendra à sa charge cette participation au FPIC. Donc nous avons décidé d'inscrire préventivement une somme estimée à 200 000 € au BP 2016. Concernant maintenant la pénalité SRU, donc la commune, comme vous le savez, est carencée en matière de logement social. On va être impacté par une pénalité majorée dans le cadre de l'article 55 de la loi SRU. Et en dépit des efforts réalisés en matière de construction de logements sociaux, les objectifs triennaux n'ont pas été atteints. Donc pour 2016, l'enveloppe estimée de cette pénalité serait de l'ordre de 400 000 €. Enfin, il y a une provision qui sera inscrite pour un montant d'un peu plus de 150 000 € par rapport au désordre lié au CAM. 120 000. Pardon ? 120 000. 120 000, oui, on a beaucoup travaillé sur les montants pendant cette préparation, donc il se peut qu'il y ait une coquille qui se soit glissée, je m'en excuse. Voilà, donc un peu plus de 100 000, comme ça tout le monde sera d'accord. Voilà. On est sur des grandes orientations pour l'instant. Donc pour 2016, nous estimons que les dépenses globales de fonctionnement devraient s'établir aux alentours de 18 millions d'euros. Donc je vais maintenant passer rapidement, mais quand même c'est important, aux dépenses en matière d'investissement. Donc en 2015, de grands projets avaient été définis conformément aux engagements de campagne, axés autour de la modernisation de nos services. Donc je prends pour exemple la mise en œuvre du guichet unique enfant jeunesse, également la poursuite des efforts pour renforcer l'attractivité de notre ville et le vivre ensemble, avec des travaux d'amélioration du cadre de vie et de voirie. En 2016, ces objectifs seront poursuivis avec une amplification des actions à destination de notre jeunesse, qui constitue une des grandes priorités du mandat. Ce choix politique fort se concrétisera par des efforts importants sur l'entretien de notre patrimoine communal bâti
et notamment le patrimoine communal bâti en lien avec notre jeunesse. Donc, par exemple, au travers de la poursuite de la rénovation et de la modernisation de nos écoles, la réhabilitation complète de notre centre de loisirs La Plantade, pour ceux qui ont eu l'occasion d'y monter, les travaux ont bien avancé, et la rénovation et la requalification de nos équipements sportifs. Donc, les investissements prévus au budget 2016 sont de nature donc différente. On va distinguer d'une part les investissements que nous pourrions qualifier de proximité, qui concerne prioritairement, comme indiqué plus haut, notre jeunesse, donc création d'une nouvelle section à la maison de la petite enfance, des travaux de rénovation des groupes scolaires Pagnol et Giono, la requalification des abords de l'étang à la base nautique, et puis des opérations de voirie, etc. Donc tout ça, vous le retrouvez dans le rapport qui vous a été remis. Ces travaux feront, pour la plupart d'entre eux, l'objet d'une demande de financement dans le cadre des travaux de proximité auprès du conseil départemental. Au-delà de ces investissements de proximité, il y a également des projets à caractère pluriannuel qui ont été initiés en 2015 et qui se poursuivent en 2016 et pour certains au-delà. Donc je veux parler de la construction de la caserne de gendarmerie. Donc pour 2015, nous avions donc travaillé sur l'acquisition foncière du terrain. Donc pour 2016, c'est 2 millions d'euros qui seront inscrits au BP pour les phases d'études et le lancement probable des travaux. Il y a également, donc, dans le cadre de ces investissements pluriannuels, la réhabilitation du centre de la Plantade dont je viens de parler. Donc, ce projet en cours de réalisation a été présenté dans le cadre d'un FDAL, donc un fonds départemental d'aide au développement local. Il permettra de répondre à l'augmentation croissante des effectifs dans les structures périscolaires et d'améliorer sensiblement les conditions d'accueil de nos enfants par tranche d'âge. Cette phase comprend, donc la première phase, la réhabilitation du bâtiment d'activité ainsi que le réaménagement de la cour intérieure avec l'installation d'aires de jeu éducatives et sportives. Donc pour 2016, c'est 635 000 € qui seront inscrits au BP. Enfin, dans notre stratégie d'investissement, il y a d'autres projets d'envergure. Par contre, ceux-là seront inscrits après le budget principal dans le cadre de décisions modificatives. Ceci afin de s'assurer de la participation financière du conseil départemental dans le cadre d'un contrat départemental de développement et d'aménagement qui sera négocié très prochainement. Donc je balaye rapidement les principaux projets que nous entendons inscrire dans ce contrat départemental. Ce sont notamment la réhabilitation du centre de loisirs La Plantade, mais pour les phases 2 et 3, c'est-à-dire les bâtiments administratifs pour la phase 2, et pour la phase 3, la réhabilitation du château lui-même. La requalification du quartier des Frégates, donc les abords de l'école et puis la Pinède. La transformation du Mazet en école maternelle et la rénovation de certains, et même la création de certains équipements sportifs. Je veux parler d'une salle de boxe et d'un espace multisport au COSEC Gruzin. Notre seule capacité d'autofinancement, évidemment, ne suffira pas pour financer l'ensemble de ces investissements. Ainsi, donc pour chacun de ces investissements, nous essaierons de rechercher systématiquement des partenaires financiers, au premier rang desquels le conseil départemental. Mesdames, Messieurs les membres du conseil municipal, en dépit d'un contexte difficile, Rognac continue de bénéficier d'une situation financière saine, fruit d'une gestion responsable et rigoureuse des deniers publics depuis plusieurs années. Notre stratégie réaffirmée est donc de poursuivre la maîtrise des dépenses de fonctionnement afin de conserver nos marges de manœuvre sans augmenter les taux de fiscalité, conformément, une fois encore, à nos engagements. En effet, tant que nous serons en capacité de dégager des excédents de fonctionnement conséquents, nous pourrons, avec l'aide de nos partenaires, maintenir un niveau d'investissement dynamique. Enfin, je conclurai cette intervention en vous rappelant qu'à plus long terme, en fonction de l'évolution de notre prospective financière, nous n'excluons pas, pour financer des investissements structurants, de recourir à l'emprunt de façon modérée et maîtrisée, conformément à l'esprit de responsabilité qui anime notre équipe. Je vous remercie de votre attention. Merci M. Gérardin de cet exposé. Je vais passer donc la parole à l'opposition, en commençant par l'amendement Brecht. Oui, donc par rapport, Monsieur le maire, chers collègues, donc avant toute chose, je veux remercier l'administration municipale pour la qualité des documents qui nous ont été transmis. Parce que le choix de céder aux injonctions de l'Europe libérale conduit l'État à soumettre le pays et sa population à une cure d'austérité, une fois de plus.
Ces choix sont d'autant plus intolérables que dans le même temps, le pacte de responsabilité contraint à réduire de 50 milliards d'euros la dépense publique utile au plus grand nombre. 60 milliards d'euros d'aides sont accordés aux entreprises sans contrepartie. Or, tout le montre, le choix de l'austérité et de la spéculation qui alimente l'économie virtuelle au détriment de l'économie réelle est contre-productif. Pour ma part, je refuse le racket organisé des collectivités locales au profit des milieux financiers. Il ne suffit pas d'aborder une banderole dénonçant la baisse des dotations de l'État, mise en œuvre par le président Sarkozy et largement pérennisée par le président Hollande, pour lutter contre ces mesures qui étouffent les collectivités. Les axes présentés par ce document que l'on nous propose pour 2016 suffisent-ils, dans ce contexte, à répondre aux besoins des Rognacaises et des Rognacais? La maîtrise de la diminution de la masse salariale au détriment du personnel municipal, dans une période où le pouvoir d'achat des fonctionnaires a chuté de 8 à 10%, à cause, entre autres, du gel du point d'indice des fonctionnaires depuis 2010, et en parallèle à l'augmentation de l'inflation de 6,7%, la pérennisation de l'action sécuritaire avec la construction de la nouvelle gendarmerie, d'un poste de police municipal au Brébar-Jacquet et la 3e tranche de vidéosurveillance, les travaux d'accessibilité ou d'entretien des bâtiments communaux, les réalisations en direction de la petite enfance. Or, le débat d'orientation budgétaire est un point clé de notre politique. Il est stratégique sur les orientations d'action de la collectivité. Il assure la cohérence et la continuité des politiques engagées en matière fiscale, environnementale, d'urbanisme, de services publics et bien sûr en termes d'investissement. C'est aussi un document qui intègre des données conjoncturelles. Elles sont aujourd'hui fortes et influentes, contexte économique, fiscalité, désengagement de l'État et évolution démographique. Le contexte, oui, est essentiel. Il faut à la fois le connaître et le préciser, comme le fait ce document, mais aussi le combattre, et tout au moins ne pas prendre certaines tendances comme des fatalités absolues. En introduction, vous citez la maîtrise des dépenses publiques, mais ce resserrement est la résultante d'une politique économique délétère qui vise au désengagement de l'État en laissant le champ libre au privé. Pour ma part, je vous le répète, je défends l'idée qu'il convient de consolider dans cette période tout ce qui fait société, tout ce qui donne le moyen de vivre dignement et de vivre ensemble, tout ce qui donne confiance aux hommes et aux femmes, aux jeunes, dans leur capacité à réaliser des projets communs. Aussi, je vous pose la question, qu'allons-nous faire en 2016 pour les jeunes de Rognac entre 12 et 17 ans, les ados, alors que les locaux du MAS qui leur étaient destinés ont été attribués à une association sportive? Quels espaces et quels moyens leur réserve-t-on afin de privilégier leur encadrement et la prévention de la délinquance? Pour le logement social aussi, alors que les efforts consentis ces dernières années n'aient pas servi à rien, nous devons poursuivre la construction de logements sociaux qui répondent aux attentes de la population et qui permettront aussi de diminuer cette fameuse pénalité SRU qui impute toujours le budget de 400 000 €. Que ferons-nous encore pour la baisse du taux d'imposition de la taxe d'habitation, comme on s'y était plus ou moins engagé, il me semble, si la DGF était confirmée? En matière de démocratie locale, avec le recours à la consultation citoyenne préalable au choix d'investissement ou d'aménagement des espaces collectifs et publics. Qu'en est-il aussi de développer l'attractivité de la commune pour les entreprises porteurs d'emplois et d'avenir sur notre territoire? Tout ce qui permet donc de lutter contre le repli sur soi, le racisme, l'obscurantisme, par un meilleur accès à l'éducation, à la culture, le droit à l'emploi et une vie décente pour tout le monde. Pour cela, il convient de valoriser et de renforcer le rôle et les moyens du service public local, à tous les niveaux, sans céder à une trop grande prudence vis-à-vis des choix financiers de la métropole marseillaise, et confirmer l'ambition d'une gestion qui met l'humain au cœur de nos préoccupations. Merci à tous. Merci Madame Lambrecht, on débattra ensemble après, Monsieur Moulineau. Alors, avant de faire valoir nos réflexions sur votre présentation, à la lecture des documents qui nous ont été présentés, nous avons tout d'abord quelques questions à poser, ou précisions à avoir, et on aimerait bien avoir les réponses ce soir. Alors, vous indiquez une prévision de 10 352 000 € pour les charges de personnel en 2016, soit une baisse d'environ 300 000 €, je dirais, par rapport aux réalités 2015. Vous indiquez également que la commune comptait 271 agents en 2015, au 31 décembre 2015, pardon. 261, pardon. Compte tenu des départs en retraite non remplacés, comme vous l'écrivez, ou la non-reconduction
de la globalité des contractuels au niveau des services entretien et jeunesse, quel est l'effectif prévu fin 2016? Effectif prévu, c'est difficile Je pense. je veux bien, parce que... Alors, j'ai pas le chiffre en tête, vous Non, avez mais dit quand même. Globalement, on a baissé de 50 personnes à peu près, un peu moins de 50 personnes. Oui, alors il y a entre des 2015 et 2016. contractuels pérennisés à travers des CDI Tout à fait. par rapport à l'externalisation de certains services. S'agissant maintenant des départs en retraite prévus, on est à 4 ou 5 départs cette année. Vous avez vu la pyramide des âges, je ne sais pas si on vous On l'a l'a fournie. pas. J'allais y venir, on aurait bien voulu l'avoir aussi Oui. parce que c'est intéressant de l'avoir. Monsieur Gérardin vous a parlé de l'effet Noria. Oui. Il est clair que chaque départ en retraite, on étudiera le remplacement ou pas en fonction aussi de certains critères. Et je pense que ce qu'a dit Monsieur Gérardin est important sur le niveau d'encadrement dans certaines directions qui est un peu trop excessif au regard du niveau opérationnel. Donc un renfort peut-être de l'opérationnel par rapport à des niveaux d'encadrement où effectivement les salaires sont quand même assez conséquents. Donc ce qui fait que si on cumule l'ensemble des critères, on arrive à 300 000 €. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les 5 départs en retraite ne seront pas remplacés, mais ne seront pas remplacés poste pour poste. Peut-être. La moyenne d'âge tourne à 48 ans. 48. Ouais. D'où l'effet Noria, puisque quand on remplace, pardon, excuse-moi Bruno, mais quand on remplace entre guillemets quelqu'un qui part en retraite normalement, c'est un jeune, et effectivement l'évolution de carrière au départ est beaucoup moins. Non, mais en termes financiers, j'entends bien, mais c'est en termes d'effectifs globaux. Les 18 stagiaires, enfin les 18 non titulaires actuellement, vont-ils être conservés à la fin de l'année, toute l'année 2016 ou pas? Puisqu'on a vu un abaissement avec le transfert. C'est lié. Hein, voilà. Après, il reste des contractuels, notamment sur la propreté urbaine, que l'on pérennisera dans le cadre du transfert à la métropole, puisque vous savez qu'au 1er janvier 2018, cet aspect-là bascule logiquement à la métropole. Donc on les pérennisera avant pour qu'ils soient absorbés dans les effectifs. Donc ça va baisser, non pas en 2017, non pas en 2016, mais plutôt en 2017. Je continue. Oui. À moins que Mme Je sais Lambrecht pas, ait une question. je pensais que Mme Lambrecht avait une question. Oui, je voulais savoir justement si les emplois qui vont être intégrés seront statutaires ou si on reste sur du CDI et des emplois... Mais intégrer, ça veut dire... Intégrer, ça veut dire stagériser. Le CDI, Stagériser. ça existe dans la fonction publique, mais c'est très... D'accord. c'est Donc c'est bien des stagérisations et des emplois statutaires. Alors, qu'on a... pour l'heure, dès lors qu'on intègre quelqu'un, notamment en catégorie C, on part toujours sur une notion de contractuel au départ, puisqu'il n'y a pas de période d'essai dans la fonction publique. Hein, ça faut le savoir. Pardon ? Il y a une année avant la titularisation. Oui, mais la stagiarisation, dès lors que vous stagiarisez, il est très difficile après de revenir en arrière pour le fait de ne pas le titulariser. Donc on préfère, donc au départ il y aura une hausse des contractuels avec une pérennisation à la clé. Donc je continue mes questions. Vous indiquez diminuer de moitié le nombre de véhicules de service remisés à domicile. Quels sont les services impactés par ces diminutions? Alors, il y a une étude qui a été faite par les services techniques. Il me semble que c'était des véhicules, notamment sur des encadrants qui nécessitaient pas, entre guillemets, une obligation de service, notamment dans les week-ends ou dans les jours fériés. Moi, j'ai pas la liste en tête, mais ça ne concerne pas, par exemple, les services techniques. Hein. Le remisage à domicile, c'était par rapport à une certaine catégorie de salariés, d'agents. D'accord. Enfin, on ne sait pas, on ne peut pas me dire dans quel service, si c'est administratif essentiellement. Pardon? Dans les services administratifs. Ah oui, essentiellement, oui. D'accord. Bon, et est-ce qu'il est prévu de faire la même chose pour les voitures de fonction, la voiture de fonction de M. Guillaume notamment, qui est garée devant la pharmacie depuis maintenant un mois, puisqu'il n'est plus maire? Est-ce que ça va être conservé, cette voiture de fonction, ou pas? Non, à part M. le maire doit... Enfin, l'ancien maire, pardon. L'ancien maire doit restituer le véhicule dans les jours ou dans les semaines à venir. Oui, mais bon, de toute façon, ce véhicule, il sert quand quelqu'un en a besoin. Monsieur Jacques l'a déjà pris pour la préfecture. Non, mais ok, j'entends bien, je veux dire. C'est un pool. On a des poules maintenant, on a reconstitué. Il n'y a pas de voiture attitrée. Non, mais comme bon, on habite à côté, M. Guillaume, et on voit le véhicule en permanence pratiquement sur le parking. Donc c'est pour Sauf ça. quand je vais quelque part. Ah, évidemment. Voilà. Mais bon, évidemment.
Alors ensuite, vous indiquez faire une provision de 120 000 € dans le cadre de l'affaire liée au désordre du CAM et de ses incidences financières. Pardon. Est-ce que vous pouvez nous indiquer à quoi correspond cette somme? La somme, vous vous rappelez qu'il y a eu un jugement de la Cour d'appel de mémoire. Oui. Pardon? Ah, en décembre, oui, d'accord. En décembre, et la partie adverse est pourvue en cassation de mémoire. D'accord, c'est nous pour récupérer cette somme, mais on provisionne quand même les 120 000 €. C'est lié aux dégâts ou à l'estimation de la somme qu'on avait perçue d'ailleurs. Donc ça veut dire qu'on s'est pourvu en cassation parce qu'on avait perdu un appel, c'est ça? Pardon? On s'est pourvu en cassation parce qu'on a perdu un appel? Absolument. D'accord. Donc ça c'est nouveau parce puisque le jugement est de décembre, donc on ne connaissait pas cela. D'accord. Moi non plus. Ok. Concernant la maison de la petite enfance, combien d'enfants seront accueillis dans la section supplémentaire? 12 enfants, merci. 12? D'accord. Vous prévoyez notamment d'isoler les toilettes des 2 cours du groupe scolaire Pagnol. Est-ce que les WC turcs seront maintenus à l'état ou est-ce qu'ils vont être remplacés? J'ai pas entendu le début de la question. Vous prévoyez d'isoler notamment les toilettes dans les 2 cours du groupe Pagnol. Absolument. Est-ce que les WC turcs qui sont actuellement Non, seront à l'état ou on va les changer? Non, c'est une rénovation, on va une rénovation complète. Hein. D'accord. Parce que c'était pas indiqué comme ça. Okay. Vous prévoyez également l'aménagement du rond-point René Cassin. Alors, est-ce bien celui qui se trouve à l'entrée du Leader Price ou est-ce que c'est celui qui est à l'entrée des frégates? Parce que là, à l'entrée du Leader Price. Leader Price, ok. Donc, à quoi consistent les travaux prévus? Monsieur Chacre, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots parce que... Au courant de l'année, on va tout refaire. Oui, mais c'est quoi tout refaire? C'est refaire le giratoire? Non, pas. C'est esthétiquement, on va refaire le rond. C'est un aménagement paysager. Pardon. D'accord, mais c'est pas écrit. C'est pour ça que je vous pose la question, c'est pas écrit. Aménagement? Oui, d'accord. 95 000 €, hein, prévu. Hein. Ouais. Un rond de clignotant. D'accord. Les 500 000 € de travaux prévus au boulevard Frédéric Mistral correspondent-ils à la réfection du bitume? Absolument, oui. D'accord. Parce que vous nous aviez dit que ça devait être fait dans le courant de l'année 2015, mais bon, il y a un petit... Il y a eu un retard lié à Léopold Provence, notamment aux rénovations des réseaux. Oui, d'accord. Donc c'est ok. Vous dites également que vous allez installer une barge au cercle nautique, à la base nautique. À quoi va-t-elle servir? Alors c'est pas une barge, c'est beaucoup plus large que ça. Dans le document c'est indiqué barge, vous avez raison. C'est un réaménagement complet de la base avec deux espaces bien spécifiques. Le premier est dédié effectivement à l'activité du cercle nautique de Rognac et le deuxième pour laisser place aux Rognacais afin qu'ils puissent entre guillemets se détendre au bord de l'étang, ce qui est pour l'heure quasi impossible étant donné qu'il y a une espèce de privatisation des abords du cercle nautique. Donc il y aura deux endroits bien particuliers. Donc c'est un réaménagement des abords de l'étang et j'en profite pour dire qu'on est en train de déposer une demande de subvention à travers une fiche action au niveau du JPREM. Voilà. Alors nous sommes surpris de voir déjà des travaux de l'ordre de 40 000 € se réaliser à la piscine municipale pour une reprise d'allées piétonnes et d'éclairage. Alors ça je vous interromps si vous le permettez, c'était lié le fait de cette reprise, ce n'est pas les travaux qui ont été effectués en 2011. Ah non, j'entends bien, mais... C'était hors périmètre de la rénovation de la piscine. C'est l'espace en fait près du distributeur où il y a une allée qui avait été conservée à l'époque en l'état. Il faut maintenant la remettre à niveau pour pouvoir entre guillemets avoir une certaine homogénéité par rapport au traitement et notamment au niveau de l'hygiène, puisque pas mal d'usagers passent des bassins vers la pelouse pour se détendre. Et pourquoi ça n'avait pas été intégré au projet d'origine? C'était un choix à l'époque de sortir cela du périmètre pour réduire l'enveloppe du projet. 40 000 € à l'époque, il y avait 2,3 millions, on n'était pas... Oui, mais à l'époque, on essayait quand même de faire attention aux deniers publics. Et en plus, il y a aussi la notion d'éclairage qui n'était pas de toute façon prévue dans le projet initial, d'éclairage de l'espace détente afin de pouvoir organiser certains événements. Alors,
Alors, concernant le poste de police municipale au Bray-Barjaquet, lequel avait d'ailleurs fermé par le passé, hein, à quoi correspondent les travaux à réaliser? Il y en a pour 95 000 €. Je suppose dans un premier temps qu'il va y avoir des remontées peut-être informatiques ou des trucs comme ça, des lignes informatiques. Vous avez une partie de la réponse parce que c'est un budget assez conséquent étant donné qu'il faut faire un centre de supervision urbaine en annexe. Hein, donc il y a un déport de vidéoprotection par rapport aux caméras qui sont installées sur le quartier des Bray-Barjaquet, bien évidemment. Néanmoins, ce projet-là, on attend en fait le lieu définitif pour pouvoir affiner le chiffrage. On est au stade du débat d'orientation budgétaire, donc il ne faut pas prendre à la lettre. C'est une enveloppe. Derrière, ça va être sans doute revu et révisé à la baisse. Oui, mais j'entends bien, mais c'est des budgets prévisionnels aussi, donc on est bien obligé de... Le budget prévisionnel, il interviendra au mois d'avril. Oui, au mois d'avril. Okay. Et là, on aura un peu plus ça sera beaucoup plus ciblé. Beaucoup plus ciblé, on aura la définition du besoin exact. Mais il y a effectivement un coût lié à l'informatique, principalement d'ailleurs. En ce qui concerne les travaux pluriannuels, les enveloppes globales de la construction de la gendarmerie, 5 millions, et la réhabilitation du centre aéré de la Plantade, 3 235 000. Il y a une petite erreur dans le document. Sont-elles des sommes indiquées hors participation financière de l'État, du département et de la région ou d'autres organismes? Absolument, tout à fait. D'accord. Absolument. De toute façon. Donc ça, c'est ce qui restera en charge à la commune. Ah non, je veux dire, on n'a pas indiqué à l'intérieur du document les participations. La seule participation qu'on a indiquée de mémoire, c'est le VDAL, puisque là, il a été notifié. D'accord. Donc là, on a le delta précisément. En revanche, en ce qui concerne la programmation pluriannuelle, d'autres projets viendront alimenter d'ailleurs ce tableau. C'est bien sûr hors participation des partenaires institutionnels, comme le conseil départemental. Sinon, on ne tiendrait pas. Non, mais comme c'est pas... D'autant plus qu'il y a des dispositifs différents en fonction de la... Non, mais bien sûr, on ne peut pas, on va pas aller taper à la porte des mêmes institutions en fonction du projet. On est bien d'accord. Sur les mêmes dispositifs, parce que c'est souvent la même institution, le CD. Oui, mais c'est pas les mêmes. Mais c'est pas les mêmes dispositifs. Tout à fait. Alors, pour ce qui est de la réhabilitation du centre aéré, pouvez-vous nous donner la capacité d'accueil actuelle et par tranche d'âge, si possible? Madame Ouzé doit le savoir par cœur. Elle doit le savoir par cœur, Madame Ouzé. Et celle prévue dans le futur. Alors moi, je vais vous répondre globalement, parce qu'après, je laisserai la parole à la spécialiste. De mémoire, on est à 100 personnes, enfin 100 petits qui, à l'heure actuelle, qui peuvent être accueillis à la Plantade. Et l'objectif est de doubler la capacité d'accueil, c'est-à-dire d'arriver à 200. Alors le chiffre n'a pas été quand même choisi au hasard, hein. Il a été en fonction des listes d'attente que nous avons eues depuis quelques années afin de correspondre à l'attente des renéqués. Maintenant, je vais passer la parole à Mme Misselli au niveau des tranches d'âge. Globalement, sur les 3-4 ans, on accueille 12 places. Et donc, si vous divisez, c'est 88 places sur le public 6-11 ans. 4-11 ans. Et dans le futur, cette proportion sera doublée. Sur chaque tranche d'âge. Sur chaque tranche, ouais. C'est ça. D'accord. Le ratio est bon. Okay. Vous indiquez vouloir réhabiliter le foyer 3 en le transformant en CCAS. Sous réserve que la capacité d'accueil soit conforme aux besoins fonctionnels du CCAS. Encore une fois, j'ai lu ce que vous disiez, donc je pose des questions par rapport à ce que mais c'est pour ça que je préfère nuancer par rapport à ce que vous lisez, puisqu'on ne peut pas tout mettre dans le document. Non. Que deviendront, alors si ça se faisait, que deviendraient les locaux actuels du CCAS et quel serait le budget alloué à cette transformation? Alors, on a quelques difficultés en la matière en termes d'aménagement du cœur de ville quand on parle d'équipement public, puisque vous avez également en projet la réhabilitation de l'ancien hôtel de ville et de ses dépendances. On va y venir après, oui. Donc ça nécessitera, a fortiori, si on réinvestit les lieux, des emplacements de parking. Et l'objectif étant, à terme, de créer un nouveau parking aux abords de l'ancien hôtel de ville. Le budget prévu dans l'hypothèse où ça se faisait, si tout est défini, c'est quoi? Dans l'hypothèse, il y a deux chiffrages. Je parle que du CCAS pour les autres. Oui, il y a deux chiffrages. Mais le premier chiffrage était donné de 600 000 € sur le réaménagement uniquement de l'espace existant. Là, on est dans une réhabilitation. En revanche, dès lors que l'espace ne suffit pas,
on est obligé de monter, et là ça chiffre à 1,2 million. C'est pour ça que la pertinence de la réhabilitation, c'est encore en débat au niveau du groupe majoritaire. Bon, vous l'avez indiqué, vous parlez aussi de l'ancien hôtel de ville. Oui. À quelle destination sera prévue cette réhabilitation? Alors attendez, là on prend ça avec des pincettes parce qu'on l'a dessiné il y a quelques jours. D'une part, le fait est véritablement de créer un pôle patrimoine et culturel, dans le sens où on ferait les salons d'honneur de la commune en tant que telle, pour célébrer les mariages ou les baptêmes républicains. Une nouvelle salle de conseil municipal avec un hémicycle entre guillemets rénové, en même temps une salle d'exposition, la réhabilitation aussi également de la maison des anciens combattants, et le fait de réinvestir l'ancien musée qui se trouve sur la dépendance à gauche au niveau de locaux associatifs, notamment Coupo Santo, ou quelque chose qui est en lien avec notre patrimoine. Budget prévu pour tout ça? Alors là, vous de mémoire, mais attention, une enveloppe estimative, oui. Ne m'en voulez pas si elle est à la baisse après. De mémoire, on est autour de 2 millions d'euros sur la globalité. Oui, tout ce que vous venez d'indiquer. Sachant de toute façon qu'il y a obligation de mettre aux normes en matière d'accessibilité, et en fait, il y a la nécessité d'avoir un ascenseur avec des passerelles pour desservir les deux dépendances. D'où le coût qui peut paraître assez exorbitant, mais un ascenseur, c'est toujours assez... En quoi consiste la requalification du quartier des Frégates? Est-ce le réaménagement du groupe scolaire? Alors, c'est un peu plus large que cela. Il y a une réunion publique d'ailleurs qui est prévue de mémoire le 14 mars. On aurait bien aimé y être conviés, parce que je sais que ça a été déposé dans les boîtes aux lettres, mais nous, conseil municipaux d'opposition, on n'a rien eu dans notre boîte aux lettres. C'est une réunion publique, mais vous êtes conviés. Oui, mais c'est bien pour ça, donc on aurait bien aimé avoir l'information. Avec plaisir. Non, il n'y a pas de souci. C'est le 14 mars, on vous donnera le dépliant, mais il me semble que c'était, je ne sais pas si vous les avez eu dans vos boîtes aux lettres respectives. Oui. Pas, non, pas encore, oui, non. Bon. Au niveau des frégates, ça a été distribué. Au niveau des frégates, ça a été distribué. Ah oui. Il y a deux scénarios, l'objet, le périmètre. Oui, c'est sur le site également, mais on vous invitera. Le périmètre en tant que tel, c'est les abords actuels, là où il y a une espèce de dépose minute improvisée au niveau de l'école Romain Roland. Il y a aussi l'aire de jeu qui est accolé au niveau de l'école, et également le parc, l'espace naturel où on va revaloriser cet espace en mettant des agrès ou un espèce de parcours pédagogique de santé, enfin bon. Et aussi un parc à jeux, et également la problématique du stationnement, puisque à l'heure actuelle on a quelques problématiques assez importantes, donc on va en profiter pour régler ces différentes problématiques avec la vidéoprotection qui ira sur le phasing des travaux, on commencera en 2016 ou ça va? Oui. Alors logiquement, je prends des précautions. Si nous avons, entre guillemets, l'aval du conseil départemental par rapport au financement, effectivement, tout est prêt pour démarrer en juillet. Pourquoi juillet? Parce qu'on a une période de 2 mois où on peut faire des travaux dits lourds, parce qu'il faut quand même que l'école, au mois de septembre, puisse accéder sans... voilà. Donc ça serait ce phasage-là, donc juillet-août, des travaux importants, et profiter des périodes scolaires pour avancer dans le projet. Alors la durée des travaux, je ne l'ai plus en tête. Roland, tu l'as? C'est 1 an globalement, en lissant. Et... Le budget pour tous ces aménagements? Il est indiqué sur la plaquette. Oui, mais comme M. Mounier ne l'a pas reçu... 1 400 000, oui c'est vrai. 1 400 000 euros. TTC. TTC. En fonction des scénarios, il y a un scénario où ça varie de 100 000 euros. D'accord. Enfin, pour terminer sur les questions, est-ce que vous pouvez nous indiquer le lieu où la piste d'athlétisme et la pelouse synthétique sont prévus d'être réalisés et les budgets associés à ces projets? Alors, c'est au COSEC, tout bonnement. Là, quand vous rentrez au COSEC, il y a un terrain stabilisé, là, une espèce de handstand. Pardon? À droite. Oui. En face le portail d'entrée? Exactement. Oui, en face du portail, quand vous rentrez au COSEC. Et donc, l'objectif est de faire un anneau de 200 mètres, c'est bien ça, Marie-Louise? 200 mètres avec un terrain de 40 par 22. C'est ça? Oui. Bon, ben voilà, 40 par 22,
qui va permettre, c'est au-delà de la pratique du foot, hein, de pouvoir accueillir le basket, le hand, enfin, tout le volet. Ça fait partie d'une décision, ça, enfin, dont on va parler en fin de conseil. Absolument. D'accord, ok. Donc C'est le même projet. C'est le même projet, mais donc c'est l'aménagement au sol, ça, parce que bon, on n'avait que la partie mise en place le centre sera ouvert. Ah oui, mais pas clos. Hein. Pas clos. Voilà. J'y reviendrai après, j'aurai des questions à poser à ce sujet. Voilà. Okay. Hors d'eau, pas hors d'air. D'accord. Bon, alors, donc nous avons, merci pour les réponses que vous nous avez apportées. C'est assez clair. Bon, maintenant concernant nos réflexions. Alors pour notre part, si nous saluons votre volonté de diminuer la masse salariale, ce que notre groupe ne cesse de dire depuis plusieurs années, parce que ça grève effectivement à plus de 60% jusqu'à présent les finances de la commune, nous estimons qu'avec des postes d'encadrement non pourvus, et notamment le DGS et les services techniques, c'est le cas aujourd'hui, ou des personnes déplacées dans des postes à moindre responsabilité, vous créez une déstructuration de la marche des services de la collectivité qui entraîne en outre, à notre avis, une démotivation du personnel. D'autre part, si nous saluons la transformation du Mazet en école maternelle au Bar-Jacquet pour tenir compte de la démographie de la jeunesse dans ce quartier, nous regrettons vivement la disparition d'un centre aéré dans ce même quartier qui représente tout de même plus de 25% de la population rognaccaise. Une structure d'accueil dans ce quartier est pour nous essentielle pour éviter à ce que les enfants ne soient contraints de se rendre à la plantade qui se trouve à l'opposé de la ville, et puis aussi créer des zones de no-man's-land où la délinquance peut s'accroître. Nous souhaitons vivement qu'une structure soit prévue, ou, à tout le moins, que cette école maternelle soit polyvalente. Donc j'espère... Je vais vous interrompre, c'est ce qui est prévu hein, dans la dénomination, dans le coût de la transformation de l'école. On est à plus de 5 millions d'euros. Il y a des salles qui sont prévues pour accueillir le périscolaire et l'extrascolaire. D'accord, mais voilà. C'est pas écrit dans le document, donc c'est pour ça que je me permets de dire ça. Je le comprends, mais je voudrais rectifier très rapidement. C'est dans la dénomination du projet. Effectivement, c'est plus qu'une école maternelle. C'est également le centre ANA LSH. Alors, il y a de la mutualisation des locaux, puisqu'on est à l'ère de la mutualisation. Donc... Alors, tout comme en 2015, lors de ce même débat d'orientation budgétaire, vous ne dites rien du tout sur le développement économique de la ville. Vous n'évoquez aucune perspective pour nos zones d'activité existantes et encore moins pour la future zone des plans, dont vous avez à plusieurs reprises parlé. Nous vous rappelons une fois de plus que le développement économique est pourvoyeur de recettes fiscales et d'emplois, où nous constatons d'ailleurs, et nous en inquiétons, une augmentation très importante des demandeurs d'emploi inscrits sur la commune de Rognac, 911 au 31 décembre 2015, contre 831 à fin mars 2014, soit une augmentation de près de 10%. La baisse de la population commune, depuis ces 5 dernières années n'est peut-être pas étranger. C'est votre devoir d'agir prioritairement dans le développement économique. Rien dans votre politique ne nous le démontre. Nous terminerons notre propos sur la fiscalité locale qui impacte les Rognacais. En 2015, le taux d'imposition d'intercommunalité dont nous faisions partie passait de 10,13% à 13,34%, soit une augmentation d'environ 32%, au titre de la taxe d'habitation. Le taux d'imposition de la taxe foncière non bâtie passait quant à elle de 2,11% à 2,77%, soit une hausse également d'environ 32%. Et enfin, une nouvelle imposition de 3,88% était créée au titre du foncier bâti. Dans le même temps, l'intercommunalité versait à la commune 9 544 000 euros exactement, ce que disait M. Girardin, en 2015, soit 1 324 000 euros de plus qu'en 2014. En 2015, dans cette même salle, nous vous demandions de réduire le taux d'imposition communaux 2015, aussi bien sur le foncier que sur l'habitation, pour compenser les hausses des taux intercommunaux, puisque les sommes versées à la commune au titre de l'attribution de compensation et de la dotation de solidarité communautaire augmentaient, et ce afin de réduire l'impact
sur les feuilles d'imposition des Rognaquais, comme cela a été fait sous différentes formes dans plusieurs communes de l'Aglopole. Et comme son président d'ailleurs le préconisait, voire l'encourageait. Vous nous indiquiez à ce moment-là qu'avec la création de la future métropole, vous n'aviez pas de visibilité, car vous ne saviez pas si cette dernière allait prendre comme année de référence 2015 ou les années précédentes pour déterminer les taux, les dotations aux communes, et que vous ne vouliez pas faire baisser les taux en 2015 pour les faire à nouveau augmenter en 2016. Vous disiez vous-même, je vous cite, ne pas vouloir faire le yo-yo. Vous indiquiez néanmoins que si les dotations de la métropole en 2016 étaient identiques à celles de 2015, vous reconsidéreriez votre position. Dans le document qui nous est fourni, vous indiquez que l'attribution de compensation ainsi que la dotation de solidarité communautaire versée en 2015 par l'Aglopole serait garantie par le président de la métropole. C'est écrit dans le document. Se porte garant. Donc ça veut dire qu'on est certain. Autrement, on ne se porte pas garant. Sauf faire notre part, pour 2016, à aucun moment vous parlez de réduction de taux ou de coup de pouce fiscal au profit des Rognaquais, puisque les produits de la fiscalité communale seront identiques à ceux de 2015. Nous trouvons cela à la fois injuste et irrespectueux envers les Rognaquais. Injuste car la crise que subissent les contribuables Rognaquais, vous ne faites rien pour les aider. Et d'autre part, irrespectueux car vous qui, lors de la campagne électorale, parliez de stabilité en matière de fiscalité, vous ne tenez pas vos engagements une fois de plus. Voilà, merci de votre attention. Voilà ce que j'avais à dire. Je vais répondre d'abord sur l'aménagement du territoire et le développement économique. On a eu déjà ce débat dans le cadre du PLU, notamment sur la zone des plans. Je vous ai dit qu'on vous présentera un cahier des charges par rapport à cet aménagement. L'aménageur est en train de maîtriser le foncier, donc quand vous dites on n'a rien fait sur le développement économique, on a un point de désaccord là-dessus, puisqu'il y a du foncier qui a été acquis par la commune depuis 2001. Donc là-dessus, vous êtes un peu injuste dans vos propos. Non, dans le document que vous présentez, vous n'en parlez pas du tout. En 2015, on n'en parlait pas du tout non plus. Non. Pour moi, dans un débat d'orientation budgétaire, monsieur le Rudelier, on parle de perspective, on parle d'évolution. D'orientation budgétaire, là oui. On n'est pas sur le développement économique, je pense que le PLU... Oui, mais il y a du budget derrière. Non mais attendez, le PLU quand même, clairement, il y a le volet développement économique, on ne peut pas en parler dans tous les documents. Maintenant, on peut en parler et ne rien faire. Donc, on préfère ne pas en parler. Le jour où on vous présentera un cahier des charges sur l'aménagement, on a déjà eu ce débat à ce niveau-là. Je vous ai dit qu'il était hors de question d'avoir des entreprises du style logistique, effectivement, où on a énormément de recettes fiscales, j'entends bien, sur le foncier bâti, puisque je vous rappelle que la taxe professionnelle, ce n'est plus la commune qui le perçoit, mais on a très peu d'emplois. Donc on est très, très vigilant là-dessus, sur la nature des activités qui vont s'installer et la diversification d'activités, la complémentarité par rapport à d'autres zones. On a déjà eu ce débat dans le cadre du PLU, et on ne perd pas de vue que l'aménagement doit intervenir dans le cadre de notre mandat, c'est-à-dire vers 2017, dès que le PLU, justement, ouvrira la possibilité à l'aménageur d'effectuer les travaux, et dès que la fibre optique, mais je vous en parlerai en fin de séance, sera, entre guillemets, installée au niveau de la zone. Ça, c'est pour ce qui concerne les emplois et l'aménagement du territoire. Maintenant, sur la fiscalité, ce que j'avais dit, c'est que nous regarderons par rapport au pacte fiscal et financier de la métropole. Si nous avons voulu repousser le budget le plus tard possible cette année, et bon, c'est pas notre habitude, puisqu'on le votera le 14 avril, c'est comme vous le savez, le Conseil constitutionnel, j'allais en parler à la fin, donc a validé l'amendement dit Gaudin sur la répartition du nombre de sièges, et notamment l'augmentation de 30% pour les communes de plus de 30 000 habitants, ce qui veut dire que l'instance va pouvoir se réunir et qu'on va pouvoir déjà voter le budget avant le 30 avril et j'espère bien avant le 14 avril pour avoir confirmation de l'attribution de compensation de cette année et de la dotation de solidarité communautaire, mais également pour évoquer le pacte fiscal et financier qui engage la métropole sur des années, sur 3 voire 4 ans.
À partir de là, il n'est pas exclu que nous baissons la fiscalité dès cette année. Dès lors que j'aurai l'engagement ferme de la part de la métropole, qu'il y a un engagement sur plusieurs années au niveau de l'attribution de compensation et de la dotation de solidarité communautaire. J'ajoute un point quand même essentiel. Ce qu'a fait Aglopole Provence, c'est-à-dire de s'aligner sur le taux le plus haut, il peut y avoir un effet pervers à ça, pervers par rapport à la décision qui avait été prise par le président, et heureux par rapport aux contribuables, c'est qu'il y a une harmonisation fiscale qui est prévue sur 12 ans, mais l'harmonisation, on parle maintenant de baisse de notre fiscalité pour atteindre le taux moyen. Donc il y a 2 scénarios qui sont envisagés par la métropole, ce qui veut dire que peut-être dès 2016, le contribuable au niveau de la fiscalité intercommunale verra une baisse des taux côté métropole et une baisse des taux au niveau de la commune si on a l'engagement de l'AC. On parlait de taux moyen, mais de taux moyen de quoi? De toutes les intercommunalités? 6 EPCI en fait. Parce que le scénario qui avait été prévu par Aglopole Provence, c'était le scénario catastrophe. La loi NOTRe et MAPAM prévoyaient en fait un alignement des taux intercommunaux avec 2 méthodes de calcul, soit le taux moyen pondéré par le nombre d'habitants, soit le taux le plus haut. Et le scénario qui a été pris à l'époque par Aglopole Provence, c'est l'alignement sur NPM, le taux de plus haut. Donc il se peut très bien, et on verra dans le pacte fiscal, qu'il y ait une baisse dès 2016 au niveau des contribuables rognacais, au niveau de l'ensemble des contribuables d'Aglopole Provence. Voilà. C'est bien de le dire, ça aurait été mieux de l'écrire. Pardon? Ce que vous venez de dire, c'est bien de le dire, ça aurait été bien de l'écrire. Mais comme j'avais beaucoup de doutes, notamment sur la décision du Conseil constitutionnel qui aurait remis en cause pas mal de choses, il y a 19 février, Oui. on n'a pas pu l'écrire par rapport à cette date. Y a-t-il d'autres remarques? Non, donc je vous demande de prendre acte de ce débat puisqu'il n'y a pas de vote. Alors, rapport numéro 7, c'est l'approbation de la convention d'objectifs et de financement fonds d'accompagnement PSU. Donc, dans le cadre d'une demande de subvention de financement du nouveau logiciel Technocart et l'installation de tablettes de pointage pour les parents de la crèche et une harmonisation du logiciel par rapport au guichet unique, auprès de la caisse d'allocation familiale, la commune a reçu un financement d'un montant de 1969,22 €. Et donc, afin de percevoir cette somme, il convient d'approuver la convention que vous avez en annexe. Et donc, je vous demande l'autorisation de la signer. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport numéro 8, c'est le vote d'une subvention exceptionnelle à l'association SR Tennis dans le cadre du championnat de France Interclub Messieurs, qui aura lieu le mois de mai, avec 6 jeunes joueurs et 2 accompagnateurs qui vont se déplacer. Guy, peux-tu nous préciser le nombre de déplacements pour connaître un peu et justifier le montant? Alors, Paris 16e, Châteauroux, Belfort, Annecy, Nice. Voilà. Le départ le vendredi, puisqu'ils jouent le samedi et le dimanche. Et retour dans la nuit du dimanche. Vous en avez cité 5, j'en ai plus que 4. C'est pas grave. Paris, Châteauroux, Belfort, Annecy, Nice. Merci. C'est la Nationale 2, hein, Guy, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà. Ça fait Belfort, ça fait un peu loin quand même. Ouais, mais enfin, c'est national. Oui, bien sûr. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Vous abstenez? Non, on est pour. Et je trouve que c'est pas beaucoup par rapport aux filles du basket qui vont bien moins loin. Enfin, une fois en Corse, je crois. Ouais, ben, et qui ont 10 000 €. Ouais, c'est 4 000 € déjà pour aller en Corse. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Voilà. Oui, mais bon, elles n'ont pas des déplacements aussi Non, lointains non, et mais aussi longs. Elles vont à Nice, elles vont à Montpellier d'un côté, et puis elles sont quand même 10 plus un accompagnateur plus un entraîneur. Elles sont déjà 12. Oui. Par rapport à 8. Voilà. C'est pas du tout pareil. Et c'est plus long, il y a 22 matchs. Là, vous en avez 5. Oui, mais sur les 22 matchs, il y en a 11 qui sont à la dehors. maison quand même. Hein. Eh oui, mais il faut se déplacer quand même. Oui, oui. Enfin, vous connaissez le problème aussi bien que moi. Hein. Tout à fait. Bon. Merci M. Laroche de ces explications. Donc rapport numéro 9. Non, mais c'est pour ça le basket. On a voté hein, déjà. Oui, oui, oui. Rapport numéro 9, donc c'est la mise à disposition
Mise à disposition de personnel auprès du Centre communal d'action sociale. Donc c'est tout simplement suite à la titularisation de Madame Aurélien Fournier, je vous dis le nom, hein, parce qu'il y a un adjoint administratif qui est en charge du service emploi. On réajuste en fait la convention de mise à disposition, puisque les stagiaires ne peuvent pas faire l'objet de cette convention de mise à disposition. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport numéro 10, c'est la création de 2 postes de rédacteurs à temps complet suite à la réussite de concours. Donc je vous propose de créer ces 2 postes. Quel service? Service juridique, étant donné la technicité du poste. Les 2? Oui, oui. Enfin, il me semble. Non. Ah oui, non, il y en a une aux finances également, pardon, Madame Super. Service technique. Oui, des services rattachés à la direction des finances, de mémoire. Une aux finances et une au juridique. Oui, absolument. Sur la technicité des postes, ça le justifie. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Bilan des acquisitions et cessions immobilières 2015, Monsieur Guillaume. Bon, mais vous pouvez constater, donc nous avons vendu les parcelles numéro 314, 315 AS au riverain, Monsieur Michel Lelon. Nous avons, c'est passé, c'est déjà tous sont déjà passés en conseil municipal. Vente de la parcelle cadastrée section BO11 à Société LED 3 et l'acquisition de la parcelle qui sera destinée à accueillir la nouvelle gendarmerie. Voilà. Au titre de la société LED 3, est-ce qu'on a des nouvelles un peu de leurs projets éventuels? Parce qu'on n'a pas vu ça en commission d'urbanisme d'une part, mais est-ce qu'ils se sont manifestés depuis ou pas? Mais on vient juste, suite à des problèmes qu'ils avaient, hein, des problèmes juridiques, on vient juste de signer la passation. Là, ça a été signé fin janvier ou début février. D'accord, l'acte de vente? L'acte de vente. D'accord. Voilà, donc, juste un point, si on fait le bilan, j'ai fait un peu le calcul des cessions et des acquisitions sur 10 ans, on a un écart de 500 000 euros. Oui, parce que là, il y a une grosse acquisition. Là. Non, mais je vous le dis, on a un écart de 500 000 euros. Oui. Voilà. Je comprends votre remarque. Sans polémique. Non, Juste poursuivre un peu. Là. Non, mais oui, c'est facile là. Ah, L'année dernière, il y avait 1,9 million d'écart. Pardon? L'année dernière, il y avait 1,9 million d'écart. Absolument, vous faites bien le calcul, c'est très bien, monsieur le ministre. D'accord? Mais ça suffit pas pour financer 30 millions d'euros d'investissement, on va pas revenir là-dessus. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, rapport numéro 12, acquisition par acte administratif du chemin de la source 6 entre Castéo, c'est ça? Castéo, oui. Monsieur Guillaume. Voilà, donc le conseil municipal a approuvé le 28 mai la mise à la requête du dossier de classement du chemin privé dit chemin de la source. Le commissaire enquêteur ayant émis un avis favorable, donc classé dans le domaine public communal par délibération du 26 novembre 2015. Donc il est proposé au conseil municipal de prendre une délibération générale afin d'intégrer dans le domaine public communal le chemin de la source comme le prévoit le tableau suivant. Donc vous avez l'ensemble des propriétaires, les numéros des parcelles et les superficies pour chaque propriétaire. Donc je vous propose d'accepter l'acquisition du chemin de la source et d'autoriser M. le maire à signer tout document se rapportant à ce dossier. Sachant qu'on ne l'achète pas, hein, on nous le donne. Bien. Qui est contre? J'ai une question. Est-ce que les recommandations qui avaient été formulées par le commissaire enquêteur seront prises en compte ou pas? Écoutez, aujourd'hui, on en est à l'acquisition. Voilà. D'accord. Mais parce que si les recommandations du commissaire enquêteur sont prises en compte, notre vote sera différent. Mais j'aimerais vous l'entendre dire si vous le souhaitez, si vous souhaitez suivre les recommandations, parce que lors de la dernière délibération qui avait eu lieu au titre de l'enquête publique, vous aviez dit, c'est M. Le Rudelier qui l'avait dit,
On n'est pas obligé de tenir compte de ce que dit le commissaire enquêteur, puisque ce n'est pas des prescriptions, ce sont des recommandations. Donc, je repose la question aujourd'hui, puisqu'on va voter pour acheter les terrains. Est-ce que vous suivrez les recommandations du commissaire enquêteur ou pas? Ça, c'est dans le cadre de l'aménagement. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Bon, aujourd'hui, on ne parle pas d'aménagement. Non, mais On parle juste d'acquisition. Donc, ok, alors, mais je dis, on votera contre parce que Mais vous voterez contre. vous répondrez pas à ma question. Donc, Je ne peux pas répondre à la question. Aujourd'hui, on n'est pas... oui, mais Aujourd'hui, on acquiert donc ces parcelles. Lorsqu'on présentera un dossier pour l'aménagement, vous voterez pour ou vous voterez contre. ah non, mais une fois que c'est acheté, c'est acheté, hein. Mais ça change quoi? Mais ça change beaucoup de choses parce que ce chemin, comme vous le savez, c'est un chemin qui est très très étroit. Il faut faire des chemins de tourne et d'autant plus que les chemins de tourne ne font pas partie des parties qui sont cédées, d'accord? Et ces chemins de tourne, il faudra les financer, discuter avec les propriétaires de ces chemins-là, enfin de ces propriétés-là, pour pouvoir les acquérir également. Donc ça veut dire que aujourd'hui, on récupère les terrains gratuitement. Mais demain, peut-être qu'on ne les récupérera pas gratuitement pour faire les aménagements. Tout ça, c'est des questions qui sont sous-jacentes. Et c'est pour ça que je vous demande, est-ce que vous suivrez les recommandations? Est-ce que aujourd'hui, les gens peuvent rentrer chez eux? Ah, tout à fait. Bon, alors, où est le problème? Mais demain, si c'est public, on peut passer en voiture, on s'arrête au bout du chemin, on fait ce qu'on veut et on continue à pied. Vous comprenez ce que je veux dire? Aujourd'hui, c'est privé. On peut très bien dire aux gens, non, vous pouvez plus passer là. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui va jusqu'au bout, qui ça... Vous allez souvent dans ce chemin? Ah, tout à fait. Tout à fait, moi j'y suis passé. Vous n'avez jamais vu personne? Ah, j'ai pas vu trop de voitures garées, non. Non. J'ai pas vu trop de voitures garées. Les gens vont surtout à pied, ils vont pas en voiture. Demain, si c'est public, vous aurez peut-être un passage plus important. C'est tout ce que je veux dire. Ce chemin ne débouche pas, puisqu'après c'est un chemin piétonné pour mais j'entends bien. 10 parcours de santé. J'entends bien, mais je dis simplement qu'aujourd'hui, ce chemin étant privé, les gens, s'ils passent là, on peut les remettre sur leur chemin en disant non, désolé, vous ne pouvez pas rester là, c'est un chemin privé, on ne vous autorise pas l'accès. Demain, si c'est public, tout le monde peut y aller. Vrai ou pas? Si c'est public, c'est public. En théorie, voilà. Oui. Bon. Mais enfin, dans une impasse, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont refaire, à part ceux qui se sont perdus. Non mais peu importe qui pourrait y aller ou pas, je dis simplement que quand on a un chemin public, il est public et donc tout le monde peut y accéder. Ensuite, pour les recommandations, il était prévu qu'il y ait des aires de retournement, parce que le chemin est mal desservi. Et ça, ce sont les recommandations du commissaire enquêteur. Encore une fois, la dernière fois, vous avez dit que vous n'étiez pas tenu de suivre ces recommandations. La question vous est reposée aujourd'hui. C'est pour ça que si vous ne suivez pas les recommandations, et s'il n'y a pas des budgets associés derrière, on sera contre cette vente-là, cet achat-là. C'est tout. Vous dire qu'on va suivre les recommandations, moi je suis très prudent là-dessus parce qu'à chaque requalification urbaine, on le voit avec le quartier des Frégates, il y a les bureaux d'études qui préconisent en fonction des accès. Donc là, c'est un premier jet de recommandations. Je pense que le bureau d'études qui va réaménager derrière va les prendre en compte, va les confirmer ou les infirmer en disant il y a telle ou telle solution d'aménagement. Donc vous dire à la lettre, on va suivre ces recommandations-là, ça me paraît un peu prématuré. Voilà. Hein, c'est pour ça que je suis très prudent, parce que si je vous dis oui, vous allez voter pour, et après vous... Non. Je dis simplement qu'aujourd'hui, ce chemin, il est en très mauvais état. J'avais cru comprendre à une certaine époque que quand on achetait des chemins, quand on récupérait des chemins privés, il fallait que ces chemins soient en état acceptable. Or, quand on y va, monsieur le maire, j'y suis allé à plusieurs reprises, on ne peut pas dire que le terrain est en bon état. Donc on va acheter ce passage-là, on va devoir faire des travaux de réhabilitation de ce chemin, on ne sait pas combien ça va coûter. Si on y ajoute effectivement les chemins de tourne tels que, ou les aires de retournement tels que le préconise, ou le recommande plus exactement le commissaire enquêteur, ça va faire des sommes astronomiques. Parce qu'il va falloir aussi acheter les terrains sur lesquels les aires de retournement sont prévues et qui ne sont pas dans ce tableau. On est bien d'accord là-dessus. Donc, moi je dis, acheter un terrain ou des terrains à des particuliers pour faire un chemin, pour accéder à une voie sans issue, entre guillemets, puisque c'est pour accéder à un chemin piétonnier ou pour faire du sport, je dis que au bout du compte, ça va coûter très très cher. Donc c'est pour ça que je vous pose toutes ces questions. C'est pas anodin.
Aujourd'hui, on ne peut pas savoir. Vous ne parlez pas de prix. Vous dites qu'on ne sait pas ce qu'on va requalifier, comment on va le faire et tout. Mais je peux vous dire que ça va coûter énormément cher. Écoutez, on avait un problème juridique sur ces... On ne l'a pas pris pour dire de prendre le chemin de la source. Au-delà de l'utilité publique, il y avait un problème juridique, il y avait des réseaux, on en avait parlé. Il y a des réseaux publics qui passent sur ce chemin privé. Donc l'aspect juridique, par nature, de toute façon, le chemin, il est public. Si jamais les propriétaires veulent se retourner un jour contre nous, voilà, on serait obligé de le classer dans le domaine public. Maintenant, moi, je distingue les deux choses, les deux aspects. L'aménagement, il n'est pas non plus urgentissime d'en faire un, en tant que tel. Après, il y a des solutions peut-être de bloquer, entre guillemets, les gens et de faire, entre guillemets, des usagers, de faire un parking en amont du chemin de la source. Enfin, tout est possible à ce niveau-là. Donc, ce que je voudrais, c'est qu'on sépare bien les deux aspects. Oui, mais on peut les séparer, mais ils sont liés. Pas forcément. Mais si, parce que si vous voulez faire justement un parking à l'entrée du chemin, le terrain en question ne fait pas partie de l'acquisition. Non, très bien. Mais ce que je veux donc dire, il va falloir racheter le terrain aussi. Vous avez vu notre débat d'orientation budgétaire, on n'a pas prévu d'aménager le chemin de la source en 2016, en 2017 ni en 2018. Je vous dis simplement que demain, si les riverains demandent l'aménagement du chemin, qu'est-ce que vous allez leur dire? Non, on ne le fait pas. Donc on va devoir y passer tôt ou tard. Pour l'heure, ça ne fait pas partie de nos priorités. On se lève une épine du pied au niveau juridique, ça tout le monde peut en convenir. Donc, on ne revient pas là-dessus. Voilà, donc là c'est de prendre acte du fait qu'on régularise une situation qui était juridiquement bancale en tant que telle, et après on verra comme tout chemin ou tout voie, les priorités en matière de voirie, c'est pas quand même une voie passante et structurante, puisqu'on avait dit dans notre projet de stratégie de rénovation, Frédéric Mistral est quand même un peu plus important que le chemin de la source, tout le monde. D'accord, mais c'est bien pour ça que c'était peut-être pas nécessairement prioritaire de l'acheter dès maintenant ou d'en faire l'acquisition. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'on était dans une incertitude juridique par rapport au réseau d'eau, notamment de mémoire, et donc ça devenait prioritaire, puisque après le délégataire qui ne peut plus intervenir parce que c'est privé, etc., il faut gérer tout ça. Donc ça a été aussi une pression de la part d'Aglopole Provence Eau pour qu'on puisse régulariser par rapport au réseau et par rapport au compteur. Moi, ce que je veux dire pour finir, c'est que si on achète ces terrains-là pour être en phase avec les problèmes juridiques, je dis simplement que ça va coûter à la collectivité. Tôt ou tard, ça coûtera à la collectivité, et ce d'autant plus que les recommandations... Est-ce que vous pouvez entendre que nous sommes dans l'obligation de faire? Oui, non mais... Voilà, c'est la question. Oui. On est dans l'obligation de faire pour régulariser une situation qui est bancale. Après, j'entends bien, il y a des réaménagements qui devront découler de cette acquisition, et après, on listera dans le temps, et on verra en fonction des priorités. Voilà, c'est deux aspects, c'est pour ça c'est deux volets sur ce dossier, et je pense qu'il ne faut pas les mélanger, même si vous avez des inquiétudes par rapport à l'aménagement, on est quand même obligé de régulariser cette situation-là. Je ne sais pas, est-ce que vous aviez eu des craintes là-dessus, ou des gens qui se sont fait, ou des riverains qui ont dit le dessous il n'est pas à vous, il est à nous, il est à vous, il va falloir qu'on... Dès lors, après, je ne sais pas l'historique, mais dès lors que vous mettez par exemple un réseau d'éclairage public sur une voie privée, vous savez très bien que par destination, la voie devient publique, puisque pour accéder à votre réseau public, il faut emprunter la voie privée. C'est ça. Le problème sur le réseau d'eau et l'assainissement, c'est ça qui s'est passé. Et on s'est rendu compte de cela quand? Ça fait combien de temps? Là, vous me posez une colle, je vais me retourner. Ça fait une dizaine d'années quand même. Hein. Il y a des aménagements qui datent de 30 ans en arrière. Bon, en tout cas, nous, on votera contre, encore une fois, cette acquisition, parce que, même si on comprend le problème juridique lié au sous-sol, je dis simplement que, il y a peut-être d'autres chemins ou routes ou propriétés à acquérir avant le chemin de la source. Parce que ça a duré depuis 30 ans, il n'y a pas eu de problème avec les riverains à cause des... Mais vous pensez à quel chemin? Non, mais il y en a plein d'autres. Parce que là, il y a quand même un aspect où on a deux espaces publics et on a une voie privée qui sépare deux espaces publics. Mais ce qui n'est pas le cas d'une impasse où... oui, mais on a l'impasse Audibert derrière la pharmacie de M. Guillaume. Je sais que le propriétaire avait demandé à ce que ça devienne communal.
il a refait tout le macadam, on aurait pu très bien l'acheter, ça nous aurait rien coûté et c'était tout est refait. Mais il n'y avait pas une utilité d'intérêt publique, particulier. Est-ce qu'il y a une utilité publique? Non, Est-ce qu'elle pas forcément. Non. Par Non. contre, l'accès au parcours de santé, ça a peut-être eu plus d'utilité que de... Oui, non, mais Voilà. on peut y accéder par autre part aussi au parcours. Hein. Donc, Oui, mais bon, dans l'impasse voilà, on n'est d'hiver, pas je pense qu'on n'y enjavé. accédera pas par l'impasse Pardon d'hiver, c'est ça? Non, pas du tout, mais je veux dire, mais bon voilà, simplement, Bon. voilà. Et on votera contre cette activité. D'accord. Qui est contre? Nous. Qui s'abstient? Merci. Rapport numéro 13, donc proposition de modification du SIG DFCI 13. Madame Clisson. La cartographie opérationnelle des ouvrages des FCI du département est mise à jour par moitié tous les 2 ans pour rendre compte de l'état des ouvrages. Ces mises à jour permettent également d'intégrer les ouvrages créés depuis la dernière mise à jour et de déclasser les ouvrages qui ne seront plus entretenus au regard de la stratégie d'intervention ou de la capacité financière des maîtres d'ouvrage et des financeurs. À l'automne 2015, des tournées de terrain ont été menées associant l'ONF, les animateurs des plans de massif, le SDIS, le BMPM, le conseil départemental et la DDTM. L'objectif était double. Il s'agissait de mettre à jour la nouvelle édition cartographique des ouvrages des FCI et de porter un avis technique sur le classement ou le déclassement de certaines infrastructures existantes ou la modification de certains tracés de pistes. Ces tournées ont aussi permis de mettre en évidence l'indisponibilité actuelle de certains ouvrages. Ainsi, pour la commune de Rognac, est considérée comme piste indisponible la partie de la piste AR 101 entre la Secterne 301 et le Vallon du Duc. La piste AR 100 est répertoriée dans les points noirs au niveau d'un virage trop serré entre la limite Berre et Rognac. C'est un facteur limitant la circulation des engins feux de forêt. Une série de propositions concerne aussi les communes de Velot, d'Aix-en-Provence et de Vitrolles. Ces propositions seront annexées au rapport. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'approuver les propositions de modification du SIG DFCI 13, si annexées. Voilà, qui est contre? Qui s'abstient? Merci, unanimité. Rapport numéro 14, donc c'est une convention mise à disposition à titre gratuit de parcelles communales du domaine public. Il y a eu un document, une erreur matérielle s'étant glissée, mais ça ne change pas la nature de la convention. Hein, c'est en tout état de cause une adresse qu'il fallait enlever et également une terminologie à modifier. Madame Clisson, c'est à vous. Merci. Donc, il s'agit de pâturage. La commune de Rognac, sous forme de convention de mise à disposition à titre gratuit de parcelles communales, autorise une éleveuse de brebis à utiliser ces parcelles. Il concerne la mise à disposition de parcelles communales pour le troupeau de brebis de Madame Sarah Virgile, éleveuse à Velot, dans des conditions précises définies dans un cahier des charges fixant notamment les modalités d'utilisation à respecter, et il porte sur une durée de 1 mois et est à titre gracieux. Le troupeau pourra paître sur les parcelles communales annexées à la Convention. La structure administratrice Natura 2000, en collaboration avec l'ONF, assureront un suivi régulier des zones utilisées par la preneuse. Un bilan annuel en présence de la ville, du preneur, de l'ONF, pour les parcelles soumises au régime forestier et du CERPAM, Centre d'études et de réalisation pastoralisme Alpes-Méditerranée, sera réalisé par la structure administratrice Natura 2000 à l'issue d'une visite de terrain en fin de saison de pâturage. Cette proposition de convention de mise à disposition suivra les orientations ci-dessous: accueil du troupeau au vin de Madame Sarah Virgile, durée d'1 mois, superficie de l'ordre de 10 hectares. Ce projet est également fait sur Rognac et sur Vitrolles. Les 10 hectares, c'est sur les deux, Non. communes. Là, Uniquement sur Rognac. on prend que sur Rognac, mais sur Vitrolles, c'est beaucoup plus étendu. Puisque Et alors, elle serait qu'un mois, là sur Rognac, Sur Rognac. oui. Oui. Pardon ? Pourquoi cette durée courte? Parce que c'est avant le. Alors, elle fait 1 mois sur Rognac et aussi sur Vitrolles après, mais c'est avant le départ à l'Estive. Et là, il y a beaucoup de naissances, donc ça sera pour après. Voilà.
Merci Madame Clisson de ces explications. Vous avez terminé? Je demande simplement, après en avoir délibéré, je demande d'approuver la convention de mise à disposition gratuite de parcelles communales pour l'activité d'éleveuse, le cahier des charges et les cartes s'y annexées. D'autoriser Monsieur le maire à effectuer toutes les démarches nécessaires s'y référant. Excusez-moi. Merci beaucoup. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. On passe au rapport numéro 16. Le 15, pardon. Voilà. Règlement intérieur du concours de chant tremplin de jeunes talents dans le cadre des festivals. Je vais passer la parole exceptionnellement à M. Mazin, puisque M. Casimir a donné procuration. Donc, comme vous le savez, le concours de chant tremplin jeunes talents, dénommé depuis quelques années Festivalis, est organisé tous les ans sur la commune et est un événement incontournable qui permet de lancer d'une certaine manière les festivités. Je vous ferai grâce de tous les avantages que représente pour les jeunes artistes le fait de se produire devant un public nombreux. Vous avez donc se faire connaître, etc. Jusqu'à présent, le règlement de ce concours de chant était présenté en conseil municipal, donc tous les ans. Là, on vous propose un règlement cadre, en fait. Il suffira donc au service festivité de préciser chaque année le thème et les dates. Donc, inscription, grosso modo, c'est une reprise de l'article 2. Inscription, date du concours, afin d'informer la population et de caler au règlement. Voilà, donc je vous demande, après en avoir délibéré, d'approuver le règlement intérieur de ce concours de chant tremplin de jeunes talents, si annexé. Y a-t-il des remarques? Non. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Merci M. Mazin. Et donc le rapport numéro 16, j'y viens, c'est donc l'approbation du projet de réaménagement du complexe sportif Gruza, notamment dans le cadre d'une demande de subvention à la Fédération française de football, puisque la commune, on l'a évoqué tout à l'heure dans le cadre du débat d'orientation budgétaire, souhaite profiter de l'Euro 2016 et de la politique fédérale mise en place à cette occasion pour réaliser une infrastructure durable permettant d'améliorer les conditions d'accueil et de pratique de ces licenciés. Je vous interpelle sur le fait que le rapport est orienté par rapport à la Fédération française de foot, d'où la mise en exergue de l'ensemble des avantages liés au futur investissement, mais que ce projet est par nature multisport, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un projet qui a été mené en partenariat avec la Fédération française d'athlétisme, s'agissant de l'anneau et des agrès qui bordent en fait cet anneau, et avec Marie-Louise Bessette qui a représenté la commune, mais également en partenariat avec le club de football de Rognac, et également de mémoire le collège ou le basket, Guy, hein, c'est bien ça? Oui. Voilà, pour qu'ils puissent valider en fait la complétude du dossier de subvention. Donc concrètement, c'est une surface de jeu effective de 800 mètres carrés, d'un terrain multisport couvert, et ça c'est très important pour la pratique, notamment au niveau des collégiens qui vont pouvoir utiliser également ce complexe de 44 mètres par 22, avec la possibilité donc d'allouer des créneaux hebdomadaires au club de foot de la commune qui envisage la création d'une catégorie futsal, mais également les entraînements des jeunes de mémoire qui ont lieu sur les Pugettes à l'heure actuelle vont pouvoir bénéficier de cette infrastructure, de permettre également l'entraînement dans de bonnes conditions des catégories notamment jeunes et débutants, de répondre aux besoins du tissu associatif local, et notamment s'agissant de la pratique handisport, et permettre, comme je le disais, l'accueil scolaire, le PS, les temps périscolaires également, avec les structures jeunesse, en accord avec le corps enseignant qui est partie prenante. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet, Monsieur Molignan? Oui, j'ai des questions. Alors bon, pour ce qui est d'implantation, vous avez répondu tout à l'heure dans le cadre du débat. D'autre part, donc, vous dites que ça va être couvert, mais ça ne va pas être clos. Est-ce qu'il est prévu de mettre des filets autour de la structure? Absolument. Hein, c'est des filets, en plus, c'est des filets inox de mémoire. Peut-être qu'il est prévu, donc c'est du qualitatif. Hein, d'accord, d'accord.
est-ce que vous n'avez pas crainte également, puisque dans ce que vous présentez dans le rapport, vous dites que vous favoriserez aussi la pratique libre en dehors des créneaux réservés pour une utilisation optimale de l'infrastructure et marquer la volonté de la commune de développer la mixité. Est-ce que vous n'avez pas crainte, si on ouvre cela à tout le monde, sans encadrement et sans surveillance, que l'investissement qui va être réalisé, et d'autant plus qu'il y aura une pelouse synthétique, ce qui n'était pas prévu là, mais qui est... Attends, laisse finir, s'il te plaît. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait une dégradation rapide de cette infrastructure? Parce que bon, en plus, une piste d'athlétisme qui étant à côté, on pourrait très bien, n'importe qui peut aller se balader dessus, je veux dire, et détruire et abîmer tout ça. Donc voilà, moi ma crainte elle est un peu là. L'idée est très bonne, hein, je veux dire, je ne reviens pas sur l'idée, c'est parfait, mais est-ce qu'on n'a pas crainte de, si on ouvre ça à tout le monde, ce que je peux comprendre, mais s'il n'y a pas de surveillance, c'est... Et je trouve que c'est un peu dommage. Alors, premier élément de réponse, c'est quand même une condition pour obtenir la subvention. Voilà. Deuxième élément quand même, pour répondre à votre question, c'est qu'on partage vos craintes en la matière et qu'il est prévu d'une part pourquoi ce site, parce qu'il y a un gardien en premier lieu qui est en permanence sur les lieux, à proximité de la structure, et deuxièmement la vidéoprotection. Parce que ce site sera vidéoprotégé. Maintenant, comme ça fait partie des conditions d'attribution des subventions, nous sommes obligés de défendre le projet sous cet angle-là. Alors justement, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Vous dites que c'est tourné vers la Fédération française de football, ce que je peux comprendre, mais vous dites qu'il y a plein de multi-activités. Est-ce que ça ne va pas gêner la Fédération française de football de financer à hauteur de 120 000 €, tel que c'est demandé ça, là, alors que ce n'est pas quelque chose qui est un investissement uniquement basé sur le football? Non, apparemment non. Enfin, moi j'ai eu... comment dire, les partenaires en ligne, notamment le comité départemental ou régional. Le football, tu parles? Oui. Monsieur Porcu. Monsieur Porcu, bon. Donc voilà. la Ligue? Oui, le président de la Ligue. Voilà, la Ligue. Je ne connais pas grand-chose à ce niveau-là, mais qui m'a certifié qu'on rentrait bel et bien dans le cadre, même s'il y a une connotation multisport. Puisqu'on est dans un contexte de, toujours pareil, mutualisation de nos équipements. Voilà. Sachant également que par rapport à ces demandes de subvention, on a une demande également au niveau du CNDS, de mémoire qui est en cours. C'est quoi le CNDS? Le Comité National du Développement du Sport. Pardon? La jeunesse et le sport. Enfin non, c'est Voilà, ça va. Oui, très bien. Et donc à partir de là, donc c'est une modalité de financement également. La troisième modalité, ça sera le conseil départemental dans le cadre du CDDA. Donc c'est un équipement, globalement, si nos partenaires nous suivent, qui nous reviendra aux alentours de 200 000 €. Versus les 5 millions que ça coûte? 5 millions, vous avez trouvé 5 millions? Non, c'est pas ça. Enfin, attendez, je dis ça de mémoire, hein, mais... Ah non, non, c'est 500 000 €, pardon. 500 000 €. Pardon? 500 000, excusez-moi. 500 000. C'est bon, ça compte pas. 500 000 €, non, mais bon... C'est moi qui ai mal... mais 500 000 €. Donc ça reviendrait à peu près à la moitié, quoi. À la commune. Ça nous coûterait que la moitié. Un peu moins de la moitié. Donc, mais... on précisera de toute façon les plans de financement au fur et à mesure. Il y aura des délibérations pour saisir en fait nos différents partenaires et on fera un bilan de l'opération avant de la lancer. Pourquoi ne faisons-nous pas dès à présent les demandes, enfin, en délibération, les demandes de subvention aux autres organismes? Le CNDS, je pense que c'est le club de football qui a saisi directement le CNDS, donc pas la commune n'est que partenaire dans le cadre du dispositif. D'accord. Et c'est le foot qui recevrait la subvention? Non, c'est la commune qui recevrait la subvention, mais c'est le club qui doit faire la subvention, la demande. D'accord. Ne me demandez pas pourquoi, mais... D'accord. Et c'est la procédure, d'accord, mais l'origine, je ne sais pas. Et le troisième élément, c'est que dans le cadre du contrat départemental, il n'y a pas que ce projet. D'accord. Donc on attend de finaliser l'ensemble des projets pour présenter la globalité du contrat départemental. Et pour ce qui est de la demande de la Fédé, c'est la commune qui doit le faire. C'est un peu incompréhensible. La Fédération française, c'est la commune qui doit le faire et non pas le club de foot. Absolument. C'est des méandres administratifs qui sont vraiment c'est la procédure d'attribution de subventions. Comme nous avons notre propre règlement maintenant pour les subventions, ils ont leur propre règlement. Après,
Alors, s'il n'y a plus de questions, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Unanimité. Je voudrais évoquer un dernier point, puisque je vous l'avais promis la dernière fois, ce sont les chiffres officiels de la gendarmerie, pour éviter tout propos malencontreux. Donc je vais vous faire un bref bilan de la délinquance, un bilan de sécurité beaucoup plus large sur 2015 avec les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur qui ont été diffusés le 15 février. D'où le fait que nous n'avons pas pu les communiquer avant. Alors globalement, la délinquance générale sur Rognac, je parle bien évidemment sur Rognac, a reculé de moins 14,13% en 2015 par rapport à 2014. C'est un résultat assez important. Important dans le sens où la baisse est plus marquée encore qu'en 2014, où la délinquance avait globalement baissé de moins 0,16%. Important aussi car il correspond à près de 90 faits en moins en une seule année sur la commune. Et important, enfin, car il est quand même le produit des efforts menés à chaque instant par des hommes et des femmes de la gendarmerie nationale et de la police municipale, dont la noble mission est donc de nous protéger. Surtout, nous obtenons des résultats sur chacun des fronts de la délinquance. Je pense d'abord aux atteintes aux biens, comme les cambriolages, dont le recul s'est considérablement accéléré en cette année 2015, puisqu'elles sont en baisse de moins 45,26%, passant de 65 cambriolages en 2014 à 36 en 2015. Je pense ensuite au vol avec violence, qui recouvre par exemple les fameux arrachages de colliers, et qui a reculé de moins 9,09% en 2015, ce qui représente 10 faits en moins, qui représente 10 faits par an au niveau de cette délinquance. Nous sommes bien loin de l'explosion annoncée par une certaine frange de l'opposition, sachant que les atteintes volontaires à l'intégrité physique ont baissé de moins 10,26%. Je pense enfin aux dégradations qui ont elles aussi reculé plus vite en 2015 qu'en 2014, avec une baisse de moins 35,71%. Dans quel domaine ça, pardon, excusez-moi? Dégradation. La notion de dégradation, ces catégories-là sont les catégories de la gendarmerie nationale. J'ajoute un dernier point concernant la lutte contre les trafics de stupéfiants. Le nombre de personnes mises en cause en 2015 pour usage de stupéfiants a baissé de 20%. Voilà ce qu'il fallait dire par rapport aux chiffres de la délinquance. Donc vous voyez que les propos étaient malvenus au niveau de l'expression de l'opposition, puisque les chiffres ne confirment pas l'explosion annoncée. On en est bien d'accord. Il y a eu pas mal, c'est déjà beaucoup, les vols avec violence quand même, ou même les cambriolages, c'est pas mal, beaucoup. C'est pas une explosion. D'autre part, je pense que pour ce qui est de la des perquisitions, l'article de presse... Alors, s'agissant de ça, je vais vous le dire, c'est une seule et unique opération sur différents endroits en tant que tel, par rapport à soi-disant les actes terroristes, et en plus... concrètement, c'était lié à l'état d'urgence. Oui, non mais j'entends bien, mais vous disiez que c'était pas vrai, alors que la Provence... Non, parce que vu comment c'était orienté, on aurait cru qu'il y ait eu 5 perquisitions sur Rognac. Or, c'est pas le cas, c'est un acteur qui était ciblé, un administré qui était ciblé en tant que tel. Oui, mais l'article de presse, encore une fois, parlait de 5 perquisitions sur la commune de Rognac. L'article de presse et après les renseignements de la gendarmerie. D'accord. Non mais je voulais faire la mise au point puisqu'on me taxait. Bon, je parle pas de monsieur. Encore une fois, je voulais faire cette mise au point parce que j'avais entendu des choses qui étaient assez désagréables au regard du travail effectué par la gendarmerie et la police municipale sur l'année 2015. En tout cas, on ne va pas se réjouir de ça, on va accélérer nos actions, la construction de la gendarmerie, la mise en œuvre de la vidéoprotection phase 3, également une réorganisation interne de la police municipale avec l'annexe des Brémard-Jacquet, puisque la délinquance est quand même un terrain assez mouvant et on doit s'adapter chaque année à cette délinquance. Voilà. La vidéoprotection qui était par le passé pas nécessaire ou qui n'était pas, d'après ce qui avait été dit dans cette salle.
Ouais, J'étais- enfin, j'étais est-ce que pas- vous m'avez entendu Non, dire non, mais pas vous, quoi que monsieur. ce soit sur la Pas vidéoprotection? vous, monsieur le Rudelier, moi j'étais dans le public à cette époque-là Voilà. et j'ai entendu des Moi, débats. je devais être aussi dans le public. Vous étiez derrière. Ben voilà, dans le Voilà. public. Donc, C'est ce qu'on appelle le public. Voilà, J'étais pas donc, là. et j'entendais que c'était pas, enfin, que ça servait à pas grand chose parce que, bon voilà, la preuve là en est, effectivement, tant mieux, et tant mieux. Je vous remercie de reconnaître qu'il y a eu une baisse de la Mais voilà, mais c'est gentil. on reconnaissait aussi que par le passé, on disait que ça servirait à rien, que c'était pas Je nécessaire. suis pas sûr. Ah. Non, mais je suis ciblé, alors je vous réponds. Non, non, pas vous, monsieur le maire. Ah non, c'était c'est pas moi, alors c'était c'est l'ensemble qui du conseil municipal de 2008 à 2014, hein, c'est tout. Ah, c'est pas moi, alors. Mais vous, entre autres. Ah bon. Vous, entre autres. Alors, Non, mais j'ai dit que Il y a c'était pas pas, que- la panacée, ça résolvait pas tous les problèmes. Ah ben c'est clair. Voilà. Il n'y a rien Faut qui, nuancer. il y a rien qui résout tout, mais là, manifestement, voilà. Bon, juste un dernier point là-dessus. Nous, on va être justement très vigilants. On va demander des stats supplémentaires par rapport à l'apport de la vidéoprotection, puisqu'on a quand même mis 800 000 euros. Ça fait cher pour 40 faits. Pardon? Ça fait quand même cher pour 40 faits recensés. Non, Si on ramène à cette proportion-là, oui, mais- effectivement, ça fait Oui, mais en même temps, on peut dire c'est grâce également à la présence de caméras qu'on a moins de faits sur la commune. Donc, je veux dire, voilà. Tout est lié là aussi. Hein. C'est- Difficilement chiffrable. Oui, sauf qu'il y a la notion de taux d'élucidation, parce que là aussi la gendarmerie travaille en partenariat avec la police municipale, et en fait il y a des saisines qui sont faites sur réquisition du procureur de la République par rapport au cambriolage, et on va regarder également cet indicateur-là qui est très caricatural, on va dire, mais symptomatique de la présence ou non de caméras, c'est le taux d'élucidation des faits. Parce qu'on s'est aperçu que grâce à la vidéoprotection, on a un meilleur taux d'élucidation des faits. Voilà, donc ça, on va avec la gendarmerie, quartier par quartier, essayer de déployer cet indicateur. Tout simplement. Merci de nous avoir fourni ces éléments-là. D'autre part, vous deviez fournir également les délégations des nouveaux... Ça a été fait, alors je me suis renseigné au service juridique sans les regarder ce matin. J'enverrai un courrier à votre chef de groupe, puisque je m'y étais engagé également, mais elle a reçu par mail, je pense, par courriel ce matin, non? Moi, je l'ai pas eu. Par mail. Vous ne l'avez pas eu? C'est un oubli, on vous oublie souvent, Madame Landrecher. C'est pas gentil. Voilà, mais je vous enverrai par courrier Non, l'ensemble mais des... par mail, ça va. Je veux dire, si c'est par mail, c'est Non, mais moi, il faut que ça aille bien. c'est très bien. Et si une officialité, Voilà. il n'y a pas de souci. Très bien. Merci, ce conseil étant terminé, l'ordre du jour étant épuisé. Merci à vous et à une prochaine fois.